Bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle séance live. Donc aujourd'hui on se retrouve sur la maison qu'on a conçue donc la semaine dernière, en début de semaine dernière, et on va continuer donc à la concevoir aujourd'hui avec une grosse partie texturing, d'accord. Donc on va faire beaucoup de textures procédurales. Je vais aller lentement pour vous expliquer correctement les nœuds, correctement ce que je fais à l'écran et pourquoi j'associe donc les nœuds de cette façon en fait. Voilà, donc vous montrer un petit peu comment je conçois mes procédurales. Donc vous commencez par ouvrir donc la scène qu'on a conçue, donc la scène de la maison, notre scène de travail. Et donc là, ce qu'on va faire, comme je vous ai expliqué, donc c'est les textures procédurales. Donc on va texturer tous les éléments qu'on souhaite, d'accord. Donc d'abord, on va commencer par faire un gros nettoyage de la scène en termes de matériaux, puisque du coup, on va les recréer nous-mêmes. Donc pour les portes, on va ici sélectionner donc n'importe quel type de porte qu'on a créé, donc on en a 4 pour l'instant. Donc on en sélectionne une, et ici, on va donc déplier le menu Door Group, d'accord. Donc on le déplie. Et là, on a deux choses. Donc on a les control all pour donc, les plaintes, le control all pour les murs, ok, et on a notre porte ici, door frame. Donc on va sélectionner donc door frame qui est ici. Dans door frame, vous avez donc le petit panneau de matériaux qui est ici, et là on a donc le door matériel, d'accord. Donc ce door matériel, on va le renommer tout simplement en m-porte. On appuie sur entrée. Donc là, ce matériel-là, en fait, comprend ma door frame. Donc la door frame, c'est quoi? Si je l'isole, voilà ce que c'est, d'accord? C'est le contour de ma porte, et uniquement le contour de la porte. Ensuite, on va déplier donc la door frame, donc le menu door frame, et dans celui-ci, on a donc voilà notre matériel qui est ici, M-porte. Ensuite, donc on va continuer donc nos matériaux. Donc là sur le Control All Baseboard, donc ça c'est bon. Le Control All, ok. On va prendre donc la Door Group 1 cette fois-ci, donc une deuxième porte où là on a donc le door frame, mais aussi la porte à l'intérieur du door frame, parce que là on n'a pas de porte, c'est la structure qu'on a créée sans porte, rappelez-vous. Donc là on prend une autre porte et à l'intérieur de door frame on a door. Et là j'ai ma porte. Donc cette porte là, elle a exactement le même matériel que les door frames, d'accord. Donc bien faire attention à ça. Si vous voulez vos contours de porte différemment, d'une couleur différente, il faut créer deux matériaux, d'accord. Donc un pour les portes, un pour les contours. Mais si vous voulez avoir la même structure sur les portes et les frames, du coup, donc les contours, vous laissez tel quel, ok. Donc là pour les portes, donc on va sélectionner donc voilà donc notre M porte, d'accord, qui constitue donc du coup notre door group 1, 2, 3, 4 parce que c'est le même matériel, et on va commencer par créer notre première procédurale. Donc là je vais isoler une porte complète. Donc on va sélectionner un door group 003 ou le 02, peu importe. On appuie sur slash et là ça va isoler notre empty. Nous c'est pas ce qu'on veut. On va isoler notre porte. Donc on va déplier le menu, on va sélectionner door frame slash et là ça isole ma door frame. Maintenant que j'ai isolé ma door frame, on va pouvoir se concentrer dans le panneau matériaux, sur notre door frame, d'accord, pour justement commencer à créer notre texture procédurale. Donc là c'est bon pour tout le monde, vous avez accès donc au matériel. Donc là on va supprimer les nœuds qui sont à l'intérieur, d'accord. Donc je vais pas expliquer la manip que j'ai faite, mais du coup donc CTRL Z, hop, voilà. Donc là on prend donc tous les nœuds qui sont à l'intérieur, sauf celui de la sortie de matériel, et on les supprime, ok. Donc là, ce qu'on va commencer à faire, donc je sais pas si c'est bon pour tout le monde, du coup, donc ceux qui suivent. Donc du coup, on va faire un Shift A, et on va commencer par ramener notre shader BSDF guidé. Donc le BSDF guidé, c'est quoi? Donc je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, mais du coup, je vous le retranscris encore une fois. C'est un shader qui comprend les matériaux PBR. Donc les matériaux PBR, c'est quoi? C'est des matériaux photoréalistes, d'accord? Donc ça veut dire Physical Based Render. Donc ça veut dire que ça comprend plusieurs paramètres qu'on va lui apporter pour nous donner en sortie quelque chose de concret qui est composé par plusieurs valeurs, d'accord? Donc plusieurs choses. Donc on sait qu'un matériel a toujours donc une couleur. Il peut avoir de la subsurface, donc de la transparence subsurfacique, donc de la transparence organique, comme les oreilles, comme la peau humaine, comme la peau en général. Il peut avoir donc une couleur de subsurface, justement, donc la couleur de la chair. Une métallique, donc une densité métallique ou une densité métallique ou pas, d'ailleurs. Une spécularité, donc une réfraction de la lumière par rapport à à sa texture, sa rugosité, ça comprend pas mal de paramètres, la spécularité. Mais la spécularité, c'est sa brillance en général, d'accord. Pas sa brillance, mais sa propagation de lumière, voilà. Comment il va interagir avec la lumière. Ensuite, la teinte de spéculaire, parce qu'on peut avoir une teinte de spécularité en fonction de la couche qu'on peut mettre par-dessus un objet, une couche de vernis, une couche de peinture, tout simplement, enfin voilà. La rugosité, donc la brillance. L'anisotropie, qui est donc l'effet qu'on a sur les poils avec donc les stries, d'accord. Donc c'est un effet anisotropique, c'est vraiment des effets de vagues, en fait, de stries, sur le métal, principalement. La rotation de l'anisotropie, le lustre, le vernis, l'IOR, qui est l'indice de réfraction, donc c'est l'indice de propagation de la lumière qui est contrôlé par la spéculaire, la transmission,
l'alpha et l'émissive, d'accord? Ensuite, donc la normale, je vous l'expliquerai après. Donc là, ce nœud-là va nous permettre donc de créer, justement en combinant donc, toutes ces valeurs, un matériel à la fin qui va nous permettre donc de texturer notre porte. Donc là, on va commencer ici par afficher donc le mode rendu. Donc là, j'active le mode rendu avec la petite sphère qui est ici. Et là, je me retrouve avec mon ciel Nishita, qu'on a mis en place la dernière fois, et ma doorframe. Donc là, je vais bien zoomer dessus pour vraiment contrôler ce que je suis en train de faire, d'accord? Donc maintenant qu'on a notre BSDev guidé, on va donc vouloir texturer donc, cette texture donc, de bois. Hein. Du coup, j'ai envie de faire mes doorframes et mes portes en bois. Je trouve ça plus joli, plus chaleureux. Donc du coup, on va commencer par ramener ici une texture de Musgrave. Donc le texture de Musgrave, ça va être notre premier élément. Pourquoi? Parce que cette texture de Musgrave va me permettre de créer un grain et du coup une densité de couleurs un petit peu aléatoire, d'accord? Donc je vais pouvoir contrôler 3 valeurs avec la texture de Musgrave. Donc une densité haute, une densité moyenne et une densité basse. Ces densités-là, elles sont retranscrites par des valeurs de couleurs, d'accord? Donc des valeurs de noir et blanc. J'ai ici du noir pur, du blanc pur et du gris. Donc c'est ça mes 3 densités, d'accord? Donc moyenne, haute, basse. Maintenant, si je veux donner une couleur à ces valeurs, parce que là actuellement c'est des valeurs, ce ne sont pas des couleurs, c'est uniquement une valeur, 0 pour noir, 1 pour blanc, 0.5 pour gris, bah du coup je dois mettre un nœud de colorisation. Donc pour créer un nœud de colorisation, on va mettre un convertisseur, donc on va convertir nos valeurs, donc nos valeurs numériques, nos valeurs de 0 à 1, en couleur, donc dégradé de couleur. Et là, quand je mets cette rampe, vous allez me dire, bah oui, mais il n'y a rien qu'à changer, parce que du coup, t'es toujours en noir et blanc. Oui, parce que ma rampe actuellement est en noir et blanc. Alors que si je change la valeur de noir, vous allez voir que mes noirs ici vont devenir, par exemple, rouge. Donc là, je vais passer en rouge, hop, voilà. Vous voyez, mes valeurs de noir sont devenues rouges. Maintenant, si je change mes valeurs de blanc, bah, du coup, on va les mettre, par exemple, en bleu, elles deviennent bleues. Et là, j'ai du magenta, pourquoi? Parce que c'est la valeur intermédiaire. C'est la valeur moyenne, donc c'est la valeur de gris. Donc là, il faut que je rajoute donc un 3e pin, d'accord? Donc une 3e valeur, un 3e contrôle, pour contrôler ma valeur moyenne aussi. Et là, on va mettre par exemple du jaune. Et là, regardez, j'ai bien du rouge, puisque c'est mon pur noir, du jaune, puisque c'est bien mon gris, et si j'augmente ma valeur de bleu, donc que je la ramène vers ma valeur donc de jaune, regardez ce qui se passe. Ma valeur de bleu apparaît, parce que ça, c'est du blanc pur. Donc grâce maintenant à ces sliders et du coup à ces contrôles, j'ai le contrôle complet sur ma texture, puisque je peux la contrôler en termes de propagation, puisque je contrôle les valeurs, donc de 0 à 1, rappelez-vous, les valeurs de 0 à 1 sont transformées en couleurs. Encore une fois, donc 0, c'est le rouge, 0,5, c'est le jaune, et 1, donc la valeur blanche, c'est le bleu. Ok? Donc on l'a transformé... Oui? Un petit stop, là, t'as des questions dans le chat. C'est quoi les 2 premières options, GGX et celui en dessous? Ah, salut Julien. En fait, ça, c'est des types... Donc l'option GGX, en fait, c'est des types de calcul, en fait. Donc c'est comment le multidiff, en fait, le multidiffusion. Quand tu l'actives, tu n'auras pas, par exemple, la rugosité de transmission. Donc en fait, c'est comme des types de shaders, si tu veux. Ça va t'enlever certaines options pour alléger ton shader ou le rendre un petit peu plus moins dense, en fait. C'est vraiment ça. Hein. Donc c'est des types de calcul, tout simplement. Après ça, c'est des méthodes, donc c'est le nom que porte en fait la méthode de calcul, en fait, c'est le nom du créateur, hein, on a Kristen Burley, et après cheminement aléatoire. Mais ça, c'est vraiment des types de calcul de ce shader, en fait, de ce nœud. D'ailleurs, le multi-GX, tu le mets où faut fuir. Le multi-GX, non, en général, je le mets pas. J'ai pas forcément besoin de la transmission, en fait, de l'intensité de transmission, mais je le mets pas, je laisse toujours en CGX. Le multidiff, je l'ai jamais utilisé, pour vous dire, donc il n'y a pas forcément de raison, mais non, j'ai toujours l'habitude de travailler comme ça, en CGX, donc... C'est cool, ça, comme question. Moi, je me l'étais jamais posé. Ah non, c'est clair, non, mais carrément. C'est vrai qu'on a tellement l'habitude, pouf, on fait, et puis je m'étais pas posé la question. C'est ça. Multi-GX, tu le mets, d'accord, ok. Je commence à donner... Bah, de rien, je commence à donner mes cours le 21. Ah, ok, d'accord, ça marche. Après, donc, par contre, ce paramètre-là, on le verra sur le vert. Là, je vous montrerai qu'il a une importance, par contre. La méthode de calcul du vert a une importance. Mais pas pour un shader comme ça, non. Pour du vert, oui. Ok? Ça, je vous le montrerai après quand on fera les vitres. Donc là, voilà. Donc là, voilà ce que j'ai. Donc, pour voir, en fait, un nœud en temps réel, donc pour le voir comme je suis en train de le voir, il faut faire un CTRL-SHIFT-clic sur le nœud pour le voir en temps réel, d'accord? Donc ça, je vous l'ai pas donné, mais c'est une valeur qui est importante. Donc voilà.
Ok, donc là on contrôle donc nos valeurs, d'accord? Donc on a des valeurs de 0 à 1, ça vous avez compris. Maintenant, donc sur ce nœud-là, donc la texture de Musgrave, qu'est-ce qu'il me dit? Actuellement, il me dit que donc il est déplié, donc cette texture est générée par rapport à des dimensions, donc j'ai 1D, 2D, 3D et 4D. Donc 1D c'est une dimension, ça me donne qu'un seul axe, donc une seule orientation, d'accord? Donc un seul axe. 2D, bah, j'ai deux axes, donc c'est planaire, j'ai X et Y. 1D j'ai que X, d'accord? 2D, j'ai que Y, enfin, j'ai X et Y, pardon, et 3D, j'ai X, Y et Z, d'accord? Donc j'ai trois axes. Et là, vous allez me dire, mais 4D, du coup, c'est quoi? Bah, 4D, c'est l'échelle du temps. On a ici, donc, le W, donc c'est l'axe W qui existe dans la 3D, mais qui est l'axe de 4D, et c'est l'axe du temps. Donc, le W, c'est l'axe de animation, en général. C'est le quatrième axe dans la 3D, d'accord? Donc il n'existait pas avant, maintenant il existe, enfin il a toujours existé, hein, parce que les keyframes, donc le temps est une mesure, est une dimension, hein. On a la dimension donc profondeur, largeur, hauteur, et la dimension du temps. C'est comme ça. Donc là on peut activer donc la 4D, et du coup on a un nouveau slider qui permet d'animer cette texture en temps réel, du coup, sur notre shader, d'accord? Donc l'échelle du temps, en fait, elle va osciller des valeurs de texture en fonction de l'animation que je vais faire ici, hein, d'accord? Donc en fonction des positions de temps, et du coup, ma texture va changer dans le temps. Voilà, tout simplement. Ok, donc nous, on va rester en 3D. J'ai pas envie de jouer avec la 4D, ma porte est pas animée, la texture de ma porte va pas s'animer toute seule, donc on reste en 3D. Ensuite, on a ici donc les types de génération de ce Musgrave. Donc là, actuellement, je vais refaire un CTRL-SHIFT-clic pour voir donc le Musgrave, comment il se présente, d'accord? Donc là, il est ici. Et ce Musgrave, actuellement, donc me donne bah, voilà, des valeurs noires, des valeurs blanches et des valeurs grises, mais il est généré par un FBM. FBM, encore une fois, c'est le type de génération, donc le type qui va générer mon Musgrave. Et là, on peut le changer en multifractal. Donc là, si j'analyse, bah, j'ai qu'une valeur blanche, quasiment, et très peu de noir. 1D, c'est l'axe W pour le temps. La une dimension, t'es sûr de ça? Ah oui, d'accord, ok, bah je savais pas, Jules, bah merci, tu vois. Comme quoi. Je croyais que c'était juste l'axe X, en fait, mais d'accord, ok, bah je savais pas, merci beaucoup. Donc 2D c'est X, Y, 3D X, Y, Z, d'accord, donc du coup ouais, tu peux pas contrôler un seul axe, ok. Enfin tu peux mais différemment, d'accord. Bah merci, merci beaucoup Jules. Donc correction du coup, 1D donc c'est le temps, ok. Et 4D du coup c'est la combinaison donc de 3D plus 1D, donc avec le temps, la taille et l'échelle, enfin et du coup X, Y, Z. Donc nous on reste en 3D. Donc là actuellement on est en multifractal, donc si j'analyse ma texture actuellement en multifractal, voilà ce qu'elle me ressort, et du coup, voilà à quoi ressemble ma colorisation des choses, d'accord? Donc on a beaucoup de bleu, d'accord? Donc beaucoup de valeurs blanches. J'ai pas de gris quasiment, hein, donc il faut que je l'augmente pour l'avoir. Et j'ai quasiment pas de noir, d'accord? Donc quasiment pas de valeurs rouges, ok? Il faut que je les augmente aussi pour les avoir. Donc ça, c'est le multifractal. Ensuite, on a donc le multifractal strié, qui va être une texture beaucoup plus dense en termes de noir, hein, d'accord? Donc là, on le voit ici, hein, qu'on a beaucoup de rouge. Et à moi, encore une fois, de tronquer ma valeur de bleu, mais vraiment beaucoup, vous voyez, pour avoir un petit peu de blanc là-haut. Ok? Voilà. Donc ça, c'est le multifractal strié. Donc c'est des types de génération différents. Ensuite, on a donc le multifractal hybride. Donc là, pareil, c'est un petit peu la même chose que le strié, hein, clairement. Vous voyez? Donc ça nous crée des patterns, donc beaucoup noir, un petit peu de gris et très peu de blanc, donc à moi de les tronquer aussi. Et ensuite, on a le FBM, donc celui qu'on avait. Donc moi, je vais rester pour ma part en FBM. Donc nous, on va rester en FBM. Comme ça, on a donc taille-échelle, le détail, la dimension et la lacunarité, ce qui est largement suffisant. Donc là, pour la taille et l'échelle, ça va contrôler quoi? Ça va contrôler donc la taille de ma texture, en fait, donc en termes de propagation. Là, actuellement, je suis en complètement noir, donc on va revenir dessus. Hop. Comme ceci. Je vais remettre ma lacunarité à 1. Et donc là, si j'augmente la taille et l'échelle, regardez ce qui se passe. Donc là, ça va propager ma texture, et du coup la condenser, d'accord, sur des zones beaucoup plus petites, en fait. Hein. Donc ça va concentrer mon Musgrave partout. Et grâce à ça, je vais pouvoir concevoir une texture procédurale, et du coup, contrôler, donc non seulement ma texture, donc l'effet des reliefs que je vais créer avec un nœud de Musgrave, le colorer avec un dégradé de couleur, donc lui apporter de la couleur, et ensuite jouer avec les autres paramètres pour créer ma texture. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Ok, donc là en fait, donc ce qu'on va faire maintenant, donc c'est donc voilà, définir donc 3 teintes pour notre bois. Donc là, j'ai envie de texturer du bois, donc je vais définir donc ma valeur noire. Rappelez-vous que c'est mon slider rouge. On va le mettre donc en marron un peu foncé, hein, d'accord, donc un marron un peu voilà, un peu bois comme ça, un peu cool. Ma valeur moyenne, ça va être un marron un petit peu plus clair, d'accord, donc on va faire comme une sorte de dégradé.
du coup, voilà. Et ma valeur donc nominale, ma valeur donc plus blanche, va être un petit beige un peu cool. Voilà, comme ceci. Enfin, un marron beige, voilà. Là, c'est un petit peu trop foncé encore, même à mon goût. Hop, voilà. Et là, on va l'éclaircir un petit peu plus. Hop, voilà, comme ceci. Ok. Et là, j'ai défini 3 teintes. Donc, j'ai bien donc une valeur donc sombre qui est celle-ci, la valeur moyenne qui est celle-ci, hein, d'accord, donc la valeur qu'on voit là, et la valeur la plus claire qui est celle-ci. Maintenant, grâce à ces teintes-là, je vais pouvoir donc créer une texture grâce à mon nœud de Musgrave, donc en changeant justement, en le modifiant pour donner un petit peu plus de grain, un petit peu plus de texture à cette texture du coup. Donc là, la taille et l'échelle, on va la laisser à 25, voilà. Donc 25 pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir des grosses zones de texture, vous voyez, un petit peu denses comme ça, et du coup pouvoir les déformer. Ensuite, le détail, on va le monter à 16 pour avoir beaucoup de détails en termes de teinte. Donc, c'est-à-dire que ça va dégrader ma valeur de façon progressive, mais du coup la concentrer sur des zones bien définies. Vous voyez? Regardez la différence. Donc là, détail, c'est beaucoup plus flou, d'accord? Beaucoup plus flou. On a un gradient beaucoup plus progressif, alors que là, c'est vraiment très très brut, d'accord? Très tronqué. Donc le détail, très important, ça tronque vos valeurs et ça limite le champ de dégradé en fait, d'accord? Donc là, je vais mettre un détail à 16. Donc la lacunarité, si on la met à 0, donc j'ai une valeur donc parfaitement neutre, et du coup, donc ça me donne uniquement la valeur qui est ici, donc médiane, d'accord? Donc ça, c'est la lacunarité. Par contre, si je l'augmente, j'aurai beaucoup plus de contrôle sur mes valeurs, d'accord? Donc à 1, on a vraiment donc les 3 teintes, et à 2, hop, je récupère ma texture grâce à la dimension. Et là, maintenant, si je joue avec la dimension donc, de ma valeur, si je la remets donc à 1, j'ai la texture, donc un petit peu bruitée, d'accord? Donc vraiment très, très saccadée. Si je la remets à 2 comme elle était par défaut, j'ai bien mon pattern qui est respecté. Par contre, si je la descends à 0.25, ça va la dissiper, d'accord? Donc comme ça va l'exploser un petit peu, d'accord? Donc là, si on regarde donc le Musgrave seul, voilà ce que j'ai. J'ai un pattern donc du coup de valeur donc de teinte noire, grise et blanche qui est beaucoup plus diffus et qui est moins concentré sur la valeur, mais du coup qui est beaucoup plus dissipé. Et là, ça me permet de créer donc vraiment des zones de couleurs un petit peu différentes, vous voyez, un peu cool, et du coup de donner vie à ma texture. Donc là, CTRL-SHIFT-clic sur le dégradé de couleur et je repasse en mode teinte. Juste pour petit rappel, ton image, elle sort depuis un viewer. Oui. Là, c'est CTRL-SHIFT-clic. Hein. CTRL-SHIFT-clic pour mettre un viewer pour voir des fois juste sa texture. Juste sa texture, c'est ça. Le petit rappel qui est pas bien. Ouais, carrément, ouais, carrément. Ouais. Toujours penser, en fait, quand on veut voir à quoi correspond un nœud, on fait CTRL-SHIFT sur le nœud et du coup, on l'active lui seul. D'accord? Là, j'active ma couleur, là, j'active mon dégradé. Ouais. Ok? Donc là, on retourne, donc ici, voilà, donc là, j'ai contrôlé, donc maintenant, ma texture, donc on remet à 16, dimension 0.25 pour l'exploser, pour la diviser, là, la lacunarité à 2, c'est parfait, et là, je vais pouvoir contrôler ma rampe de couleur. Donc du coup, j'ai envie que mes stries, donc d'accord, mes zones plus petites, donc plus fines, soient foncées, parce que du coup, c'est mes renfoncements, c'est mes creusements, et par contre, que mes zones plus denses, donc mes zones noires, soient les zones plus claires. Donc comment je fais ça? Du coup, j'inverse ma rampe. Les valeurs noires va passer à être du blanc, donc du coup, je la prends la slider, je le glisse sur la droite. Vous voyez que là, mes valeurs noires maintenant sont les valeurs tronquées, donc les valeurs plus petites, et mes valeurs blanches, je les pousse vers le haut. Et là, j'ai une teinte donc beaucoup plus claire sur mon bois en général, et mes valeurs de creusement seront plus foncées. Logique. C'est creusé, donc du coup, il y a de la poussière, de la saleté qui va s'accumuler dessus, donc du coup, je vais creuser plus ces zones-là. Et pourquoi t'as pas fait ça dès le départ, en fait? Oui, j'aurais pu, oui, j'aurais pu. Ouais. C'est juste pour montrer, en fait, l'inversion des couleurs. Montrer comment on peut inverser une rampe et pourquoi on doit le faire, en fait. Enfin, comment on peut le faire, surtout. Parce que là, tu vois, on aurait pu avoir tendance à dire, les sliders, du coup, ça correspond à rien, ça correspond juste à une position, mais non, ça correspond vraiment aux valeurs inversées, d'accord? Donc, sur la gauche, c'est toujours noir, sur la droite, blanc, et au centre, gris. Ça, faut bien le comprendre. Hein. Et les valeurs, en fait, on les retrouve où? Là, regardez la position. Position du curseur, là, elle est à 0,99. Donc là, si je la mets à 1, c'est ma valeur max. Ici, je suis à combien? Je suis à 0,5. Voilà. Et là, ma valeur minimale, c'est 0. Donc ça correspond bien à 0, c'est noir, gris 0,5 et blanc 1. Et une fois que vous avez compris ça, que ce sont des valeurs et pas des couleurs,
là, on peut contrôler vraiment beaucoup de choses, d'accord? Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer par la suite. Donc je pense que ça va être une session quand même assez dense, hein. On fera peut-être pas toutes les textures procédurales aujourd'hui, surtout à ce rythme-là, clairement. Mais voilà, je vais essayer de détailler, parce que c'est quand même important, on me pose beaucoup de questions sur les procédurales. J'ai envie de vous les retranscrire, le problème c'est que c'est très complexe, et il faut juste comprendre une petite notion, c'est des valeurs et des maths. Voilà, c'est vraiment ça, c'est des maths, c'est des calculs, c'est de la compréhension de valeurs, de la compréhension d'axes, la compréhension d'angles, et du coup, il faut comprendre ces valeurs-là, parce que sans ça, on peut pas comprendre la logique qu'il y a derrière, en fait. Et du coup, on aurait beau assigner 50 millions de nœuds, on va dire, bah tiens, je vais mettre un nœud là, un nœud là, un nœud là, ça fait un beau résultat, ok, mais pourquoi ça fait ce résultat-là? Bah, je sais pas. C'est ça, j'allais dire. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes comme moi qui, bah écoute, on bouge les sliders et puis à un moment donné, on tombe sur le truc. On tombe sur le truc qui nous plaît, c'est ça. Bon, d'accord, c'était pas du tout ce que je voulais, mais c'est trop bien. C'est vraiment ça, ouais. Et là, le plus, c'est chiant, c'est que des fois, on me demande, on me dit, mais c'est vrai que c'est intéressant. Bah oui. Parce que des fois, on me demande... plus efficace. Bah c'est ça, plus de contrôle. Parce que des fois on me demande, on me dit tiens, comme l'autre fois Oumi m'a posé la question, il me dit ah t'as fait une texture de bambou en procédural. Oui, et pourtant c'est une texture que je n'ai jamais faite de ma vie, ça je vous le garantis, je l'ai jamais faite. C'est juste que je connais mes valeurs et je connais les outils qu'on me donne. Et du coup, bah, j'ai réussi à combiner donc toutes ces valeurs-là pour dire bah tiens j'ai un résultat qui me plaît. Est-ce que c'est vraiment du bambou? Non, bien sûr que non. Mais ça simule le bambou. Là pareil pour le bois, je suis en train de le concevoir en live. J'ai jamais fait un bois pour une porte pour l'instant. Je connais bien mes matériaux, je connais bien mes valeurs, je connais bien le contrôle des nœuds et du coup ça va me permettre donc d'associer tout ça pour créer ma texture. Et c'est ça les procédurales. C'est la procédure que vous allez mettre en place. Il y a Oumi justement qui te dit là que c'est très bien d'expliquer. Ah bah voilà, bah super. Et que sinon on bidouille sans comprendre. Bah ouais, mais c'est complètement ça. Hein. C'est ça. Après, même si on comprend, faut jamais hésiter à continuer à bidouiller, à chercher, à s'amuser en fait. C'est ça. On fait des super découvertes. Enfin voilà, on découvre des très belles choses. Mais continuer à jouer avec, c'est important. C'est ça. Et c'est ça, c'est en jouant en fait vraiment à dire bah tiens cette valeur là si je la change. Des fois, je vous dis, il y a des sessions. L'autre fois j'ai créé un shader de glace que je vous ai montré avec l'écureuil que j'avais sculpté. Le shader de glace je l'avais en tête, je l'avais pas mis en pratique. Bah, j'ai joué avec mes sliders, j'ai essayé de comprendre les valeurs, et essayé de comprendre les choses, et du coup ça sortit quelque chose de beau. Mais parce que bah justement j'ai joué avec en fait, j'ai joué avec les valeurs, j'ai joué avec les paramètres. Et une fois qu'on comprend bien les valeurs, bah du coup on peut jouer, on peut s'amuser avec les rayons de lumière, avec les fils de fer, avec les choses comme ça, et du coup créer des choses vraiment magnifiques quoi. Oumi, c'est toujours parmi du bambou. Oh le bambou. Ça va Oumi. C'est du bambou, tu le prends par le bambou, c'est du Guillaume par contre. Ah du Guillaume, merci Guillaume. Tiens d'ailleurs où est Angélique ce soir? Ouais, elle est pas là. Angélique, bah, si tu sauvegarde, tiens. Sauvegarde. Angélique, regarde. Ah non, en plus, tu fais bien y penser, parce que... Alors, mais quand tu crées tes procédurales, tu suis une logique où tu commences sur du global et ensuite tu affines jusqu'à obtenir une texture qui convient. Alors lui, non, il tape des chiffres et à la fin, il fait exactement ce qu'il veut. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, là j'ai atteint un stade en fait où maintenant je connais tellement bien mes nœuds que je sais quelle valeur taper en fait. Donc c'est un petit avantage à vous parce que du coup je passe pas 1000 ans à faire une procédurale, à part là parce que je vous l'explique, mais voilà. Mais sinon, t'as une logique à suivre dans le sens où tu as toujours en tête ta texture. Je te conseille d'avoir une référence à côté, en fait, hein, pour par exemple le bois, j'aurais pu apporter une référence, mais je préfère travailler de tête, en fait. Mais du coup, tu as un visuel en tête. Tu dis, voilà, donc ma texture, elle est composée comment ? Elle est composée par des stries, elle est composée par des vagues, elle est composée par des bulles, elle est composée par des triangles, enfin peu importe, voilà, toutes les valeurs que tu veux. Et à partir de là, une fois que tu as analysé donc les éléments que constitue ta texture en termes de relief, en termes de creusement, en termes de couleur et en termes de variation, tu te dis bah, quels sont les outils qu'on me donne, quels sont les nœuds qu'on me donne pour mettre ça en place. Donc tu vas dire bah tiens le Musgrave va me générer un pattern un petit peu aléatoire, un petit peu organique, du coup ok que je peux dissoudre comme là je suis en train de faire, donc qui peut éclater, ok. Après j'ai envie de créer des rainures, bah, c'est quoi? Ça va être ma texture de vague, donc ça c'est la prochaine qu'on va mettre justement, texture de vague. Texture de vague qui me donne donc une texture rectiligne, d'accord? Donc là je la vois pas parce qu'elle est mal orientée, mais elle est là. Ok, donc là j'ai déjà un pattern en tête, donc je me dis bah, ok ma texture est composée effectivement de rainures, donc bah ça c'est la bonne texture pour le faire. Ok. Et en fait c'est comme ça que tu vas composer ta procédurale. Pour l'instant je vais le supprimer celui-là, hein, c'est juste pour vous montrer. Mais c'est comme ça que tu vas créer ta procédurale. C'est en réfléchissant au pattern, aux choses qui constituent ta texture en fait. Tu vas dire, bah tiens, j'ai une texture comme ça, bah comment je peux la retranscrire, comment je peux la décomposer avec les outils que j'ai.
Donc là, je me dis, bah tiens, j'ai du grain, donc du coup, ça va être du musgrave ou du bruit. Là, j'ai des stries, comme je viens de te montrer, bah du coup, ça va être une texture de vague. J'ai n'importe quoi, j'invente, mais enfin voilà, faut vraiment décomposer ta texture, et une fois que tu es capable de ça, de décomposer ton image en nœuds, du coup, bah tu peux justement construire ta texture. Là, par exemple, aujourd'hui, on me dit, ouais, tu connais bien les procédurales. Oui, mais sur Blender, aujourd'hui, vous me mettez sur Substance, peut-être que je vais m'adapter une fois que j'aurai retrouvé mes repères, mais là, vous me mettez sur Substance Designer, bah je sais rien faire. Je sais même pas associer, je sais même pas comment la logique fonctionne, en fait, des valeurs. Parce que, justement, je l'ai pas. Donc c'est vraiment la compréhension du logiciel, en fait. Si je peux me permettre, du coup aussi pour répondre à Julien et à Oumi, bah, moi par contre, du coup, je pars d'une base. En effet, hein, je pars vraiment de la ref. C'est vraiment important ça d'avoir ta ref à côté. Enfin, là tu préfères travailler tête, mais en effet, je valide le coup de la ref sur le côté. Et j'ai forcément, tu vois, au moins une idée. Par exemple, le Musgrave, je sais à quoi il ressemble, je sais un petit peu comment le déformer, machin. Donc je pars d'une base quand même relativement logique. Et après, en effet, j'affine et je cherche au fur et à mesure, quoi. Donc c'est une méthode aussi parce qu'en effet, ils répondent, bah, du coup, faut vraiment que tu connaisses limite tous tes nœuds sur le bout des doigts, tu Sur vois. les doigts, c'est ça. Et bah, du coup, c'est une méthode, hein. Et clairement, enfin, c'est chouette, tu vois, quand tu peux appliquer ça. Mais quand tu te sens pas forcément capable ou que tu as envie de te lancer dans les procédurales sans forcément savoir tout ça par cœur, non, tu pars quand même de quelque chose de logique. Là, par exemple, tu vois, le Musgrave, bah, voilà, c'est logique. Et après, bah, tu continues à affiner, à chercher, c'est possible aussi. Ça marche bien aussi, hein. Et un truc à la limite que je proposais en fait, ce serait de faire un exercice justement sur ça. C'est que Sophie en fait soulève un bon point, c'est qu'en fait donc la référence est super importante effectivement. Quand on veut se lancer, il faut une référence. Moi je le fais de tête parce que voilà, j'ai des matériaux en tête qui me viennent et du coup j'ai envie de les retranscrire comme ça. Mais effectivement d'avoir une référence, ça permet vraiment d'avoir une analyse de la texture en constant. On dit bah tiens là j'ai envie de jouer avec mes teintes. Donc on va commencer à analyser la couleur de la texture. Je vais juste faire une parenthèse sur la référence parce qu'en fait souvent on sait les choses, on sait vraiment les choses, mais finalement, au moment de les retranscrire, bah, finalement, c'est plus exactement. Enfin, c'est vachement flou, en fait. Ouais. C'est très, très flou. Et quand tu te mets de la référence de très près, tu te dis, mais ouais, j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait les stries comme ça, puis que tiens, il y avait les petits reliefs là. Enfin, tu vois plein de choses qui vont te mettre la puce à l'oreille sur ce que tu vas amener dans ta texture, en fait. Exactement, exactement. Et là où tu vas voir tous les petits détails auxquels finalement tu fais pas forcément attention et c'est ça qui va te permettre de démarrer sur une bonne base. C'est ça. C'est une méthode en tout cas. Ah oui, non, mais c'est clairement ça, hein, c'est clairement ça. Moi, je prends l'exemple quand j'ai commencé la sculpture, je voulais pas de référence parce que je voulais que ça sorte de ma tête et je voulais sortir ce qu'il y avait dans ma tête. Mais du coup, quand j'essayais, bah ça donnait des trucs pas cohérents parce que j'avais pas de proportion, j'avais pas de détails, j'avais pas. Je me dis bah tiens, oui, le visage d'une femme, je l'imagine comme ça, mais est-ce qu'il est réellement comme ça? Non, parce qu'il y a plein de détails qu'on s'accroche pas en fait. Quand on regarde quelque chose dans la globalité, on va dire bah tiens ouais c'est du bois. Mais est-ce qu'on a vraiment regardé les rainures du bois, comment elles sont constituées? Est-ce qu'on a regardé vraiment le grain et les teintes de couleurs qu'il y a dedans? Pas forcément. Donc c'est ça en fait, c'est l'analyse et les références sont importantes vraiment quoi. Donc non, Sophie a entièrement. Ça implique aussi une bonne tête. Enfin, voilà, ouais, bah, ok. Guillaume, est-ce que tu peux faire les nœuds de bois en faisant une procédurale? Oui. Tu sais, les nœuds. Bah oui. 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 Jules. Bah voilà. Tu n'as pas besoin d'utiliser les coordonnées et le mapping. Si justement j'y viens, Jules. Ouais. Désolé, hein, du coup le débit est assez lent aujourd'hui, mais c'est vraiment pour. Tu peux reprendre les questions du coup entre de Jules et Scooby. Alors Scooby, ouais, c'est une chose que j'ai bien compris en regardant un peu partout sur internet, c'est que la base c'est d'avoir des refs. Hein. Voilà, c'est ça exactement. Hein. C'est compliqué de reproduire quelque chose de tête, ça m'arrive souvent d'avoir un truc en tête et je n'arrive pas à le retranscrire. Bah c'est pareil. Hein. Moi j'aime beaucoup travailler avec la tête. En fait, j'ai vraiment du mal avec les références, mais maintenant que j'ai assimilé ça, bah maintenant les références je m'en sers comme inspiration en fait. Et du coup c'est plus une référence de comment. Avant j'avais en tête en fait de dire bah c'est une référence, du coup je dois forcément la copier. Non. C'est une référence. C'est une référence. C'est pas une copie, en fait. C'est pas une obligation, quoi. Et en fait, moi, je voyais les références comme des obligations, de dire, bah non, bah, le truc, il est comme ça, donc je suis obligé de le faire comme ça. Non. C'est juste de dire, bah, au moins, je connais la forme globale, je connais les règles, j'aime pas ce mot, mais les choses physiquement correctes, on va dire. Et du coup, je suis obligé, même si c'est pas une obligation, mais je suis censé aller dans ce sens-là, en fait. Et du coup, bah voilà, une fois que t'as compris ça, tu peux utiliser n'importe quelle référence, comme un spi, encore une fois, pas comme copie, et du coup, tu peux créer tes propres choses.
Mais au moins, t'as quelque chose de concret. Tu dis, bah tiens, un dragon, oui, ça existe pas, mais il y a plusieurs personnes qui ont fait des dragons. Du coup, je vais m'inspirer de leur travail pour dire, bah ok, l'anatomie, ils l'ont conçu comme ça, les ailes, ils les placent dans tel angle, parce que du coup, ça a une logique par rapport à, je sais pas, le déploiement des ailes ou la densité de vol, enfin peu importe, je sais pas, je connais pas du tout, mais les dents sont placées de telle façon, parce que du coup, sinon, s'il croque, bah du coup, il va se faire mal. Enfin voilà, il y a une logique, en fait. Et cette logique-là, si tu l'adoptes pas, ça donne des trucs vraiment chelous. Mais... Les images, putain. Anatomie du dragon, là. Hein. Ça, je dis rien, mais... Ah, moi aussi, j'ai rien. Mais, ouais, non, mais c'est vrai. Et puis, tu peux voir les éléments, mais tous les jours, les erreurs sont nées. Et au moment de le retranscrire, eh ben, c'est flou, quoi, bizarrement. Fredo dit, plus je modélise et plus mon avis s'apitoie, mais on devient vraiment très observateur, hein, très observateur. C'est ce que je disais, en fait. Du coup, en dehors, des fois, quand on sort ou des choses comme ça, mais je me retrouve à observer des choses, mais être super près, puis l'ombrage, et puis machin, puis les lignes. À dépecer les chats aussi. Ça sature, bien sûr. À dépecer les chats aussi. Le plus dur, c'est de savoir combiner 2 ou 3 textures. Bah non, justement, tu vas voir. T'as jamais vu les ensembles de nœuds d'Anthony, quoi. 2 ou 3 textures. Là, c'est beaucoup plus. Après, c'est vraiment, tout dépend de la puissance de ton PC aussi. Hein. Ça, c'est une grosse remarque aussi que je voulais faire par rapport au procédural. C'est que les procédurales, c'est bien beau, on se dit, ouais, c'est magnifique et tout, mais... Pardon, j'ai bugué. Mais faut pas oublier qu'une procédurale n'a pas de qualité, d'accord? C'est une génération. On va générer quelque chose par rapport à quoi? Par rapport à des axes, d'accord? Par rapport à de la 3D. Mais du coup, on n'a pas de notion de qualité. Donc là, je peux zoomer à l'infini sur ma texture. Je ne vais pas avoir de pixels, d'accord? Donc c'est pas pixelisé. Donc c'est pas réellement une texture. Vous voyez que là, je zoome dans mon bois à un point inimaginable. Même ça, en 32K, on l'aura pas, hein, clairement. Mais parce que c'est une procédurale. Donc il n'y a pas de qualité. C'est du vecteur. Des vecteurs, c'est quoi? C'est des points qui sont affichés en 3D, sous forme de texture du coup, mais qui me retranscrivent une valeur en fait. Mais la valeur en fait, elle n'a pas de pixels, elle n'a pas de densité, elle n'existe pas réellement en fait. Et quand je veux garder cette texture, il faut que je la précalcule, donc il faut que je l'enregistre quelque part pour la sauvegarder, et j'enregistre sur quoi? Sur une image, qui elle est constituée de pixels. Donc si par exemple je me dis bah tiens là je vais zoomer sur mon bois de ouf, et puis je vais faire une petite strie ici parce que j'ai envie qu'elle soit là, ouais, ok, vous pouvez le faire, mais est-ce que ça sert à grand-chose? Non, parce qu'un pixel, il prend la taille de mon écran, par exemple. Vous voyez, ça, c'est un pixel. Donc si je fais une toute petite valeur ici, est-ce qu'elle va être vraiment pertinente? Bah non, parce que mon pixel, il va me retranscrire juste une valeur globale. Il va pas comprendre qu'il y a 50 000 valeurs ici, quoi. Et c'est pour ça que quand on précalcule les textures et qu'on se dit, ah, mais le rendu, il est beaucoup moins... Bah, il est dégueulasse par rapport à ce que j'ai fait. Bah oui, mais c'est normal, parce que là, on n'a pas de notion de valeur. Lui va prendre une densité de pixels que vous définissez par 4096 en 2K, en 16K, en 32K, ce que vous voulez, mais il va se limiter par rapport aux pixels que vous lui donnez. Si vous lui donnez 32 millions de pixels, bah ouais, vous aurez une belle texture. Si vous lui donnez 500 pixels, bah il va dire ok, j'ai 500 pixels, bah du coup je vais te retranscrire 500 pixels sur toute cette forme-là pour ta texture. Ça c'est simple que ça. Bonsoir matière vivante, il te demande si les procédurales elles s'importent dans Unreal. Justement, ouais, c'est ça, ouais. Justement, non. Les procédurales, en fait, sont uniquement des générateurs, d'accord? Donc c'est uniquement des concepteurs. On conçoit des textures sur un logiciel, Blender, Substance, Quixel, il y a beaucoup de logiciels qui permettent de faire des procédurales, mais c'est uniquement un générateur. Et une fois qu'on a généré nos textures, comme on le veut, on a le contrôle absolu, parce qu'on est en train de créer une texture, hein, c'est pas une texture qu'on a importée, bah là, je peux la sauvegarder sur une image. C'est ça que j'étais en train d'expliquer, ouais. Ah yes, oui, on a l'œil perçant maintenant. Ouais. Mais ce que je disais à Sophie, c'est qu'aujourd'hui, on est réduit, en fait, enfin, réduit, c'est pas une réduction, mais on est, quand on analyse le métier qu'on fait, on est capable, en fait, d'analyser n'importe quel type de métier et n'importe quelle chose, en fait, existante. On va analyser l'anatomie, on va faire des UV, du coup, en fait, donc on va, comme Sophie l'a dit l'autre fois, on va faire du dépeçage un petit peu, parce que c'est ça, c'est dépecer les choses. Tu dis pas sûrement que j'ai dépecé un chat, c'est ça. Elle a dépecé son chat. Au premier café du matin. C'est ça. On va faire de la peinture, donc on va être peintre. Après, on va être technicien, parce que du coup, on va concevoir une pièce mécanique.
on va être photographe parce qu'on va faire un rendu de telle façon, on va jouer avec les lumières. Donc en fait, notre métier regroupe plusieurs corps de métier, et si on les connaît pas proprement, bah du coup on a des rendus qui sont en fonction de nos connaissances, quoi. C'est ça, c'est vraiment ça. Alors du coup, donc maintenant qu'on a donc notre couleur, on a généré donc maintenant un pattern, d'accord, donc une instance de pattern, et maintenant cette instance de pattern, faut la placer sur notre scène, d'accord? Donc là, actuellement, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui place la texture sur l'objet? Qu'est-ce qui va définir qu'elle est sur ton objet, elle n'est pas ailleurs? Bah, c'est tout simplement l'instance que j'ai sélectionnée, parce que du coup, là, je suis bien sur la doorframe 002, donc ça indique que je suis en train de texturer cet objet-là. Et la texture va être placée comment, en fait? Bah, par rapport au monde, ou par rapport à l'objet, d'accord? Ou par rapport à d'autres choses. Donc ça, j'y viens. Et là, on rentre dans les coordonnées de texture. Qu'est-ce qui va contrôler la génération de la texture? Qu'est-ce qui va générer la texture? Comment on va la placer dans ce monde? Comment elle va être retranscrise? Et là, pour ramener donc des coordonnées de texture, on va faire un CTRL-T en ayant sélectionné notre nœud de Musgrave. Et là, on a donc deux nouveaux nœuds qui se présentent à nous, qui sont donc les coordonnées de texture et le placement, le plaçage. Donc là, on va analyser donc le premier nœud, d'accord? Donc le premier nœud, c'est quoi? C'est les coordonnées de texture, hein, donc je vais l'agrandir un petit peu pour voir vraiment le nom complet. Hop, voilà, coordonnées de texture. Donc là, on a généré, normal, UV, objet, caméra, fenêtre et réflexion. Ces paramètres-là, en fait, donc, vont permettre de contrôler le placement de ma texture en fonction de quelque chose. Actuellement, je suis en généré, donc là, c'est le monde qui va générer ma texture. Donc c'est pas mon objet, peu importe la position de mon objet dans le monde. Là, actuellement, si je prends ma porte et que je vais la déplacer, si j'y arrive... Bah non, parce que du coup, j'ai pas mon empty. Donc on va reprendre donc, le door group complet. S'il veut bien. Hop. Ouais, mais j'aurais pas dû prendre une porte, en fait, comme exemple. Ah, je peux pas vous montrer ça. Alors, attendez, on va faire autrement. Ça, c'est important que vous le compreniez quand même, parce que sinon, ça sert à rien que j'explique tout ça. Alors, donc là, j'ai fait un plan, voilà, un plan tout basique. On va remettre donc notre matériel dessus, hein, juste pour vous expliquer. Donc le faites pas, hein, ça sert à rien de le faire. C'est juste moi pour vous montrer l'exemple. Donc actuellement, je suis en généré. Le généré, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre donc des positions dans mon monde pour générer ma texture. Donc c'est-à-dire que ma texture actuellement, elle est fixée dans mon monde. Donc là, je vais passer en Eevee, ce sera plus rapide. Voilà. Donc là, j'ai beau déplacer mon plan. Est-ce que ma texture a changé? Non. Est-ce que là, elle change? Non plus. Est-ce que là, elle change? Non plus. D'accord? Donc elle est générée. Si par contre, je la place en objet, d'accord? Là, c'est mon objet qui va générer ma texture. Donc il va prendre non seulement sa taille, donc vous voyez que ma texture est beaucoup plus petite, elle s'est affinée, parce que du coup il va prendre la taille de mon objet, donc il va la concentrer sur sa taille. Il va comprendre sa position, donc comment elle est placée cette texture, sur X et Y, ok. Et du coup, quand je la déplace, elle ne se déplace pas non plus, parce que c'est mon objet qui va la générer. Donc du coup, pas de souci. Maintenant, si je la génère par rapport à la normale c'est quoi? C'est la normale de mon objet. Donc c'est l'orientation des faces. Donc ça, la normale, j'en ai parlé plusieurs fois, hein, des normales, mais en gros, c'est ça. Hop, la normale de l'objet qui est ici, donc là, orientation de face, là. Donc là, on a la normale, et on peut l'afficher aussi comme ça. Je sais pas si je fais bien de rentrer autant dans les détails, des fois, parce que c'est... Mais bon. Là, tu reviens... Non, mais voilà, face bleue, face rouge, c'est les normales, et il y a tellement d'explications. C'est ça. Il y a déjà beaucoup d'informations sur les tutos, ça sert à rien que je refasse une leçon à chaque fois sur les normales. Mais bon, voilà, donc les normales, c'est la normale de mon objet. Ensuite, on a donc l'UV, qui est la carte UV de mon objet. Donc actuellement, j'ai un plan, donc c'est juste un plan hein, qui est déplié. Donc c'est l'UV de mon objet qui va générer ma texture. Donc très important aussi, parce que des fois, on a besoin de l'UV pour générer aussi une procédurale. Ça peut être utile pour avoir donc toujours des axes bien placés. Ok. Ensuite, on peut mettre donc l'objet, ça je l'ai déjà dit. La caméra, donc c'est la caméra qui va générer ma texture. Donc là, si je zoome sur mon plan avec ma caméra, donc je la prends, ma caméra, voilà, donc là, tac. Donc là, c'est ma caméra qui va contrôler ma texture, en fait, hein, comment elle va dissiper. Vous voyez qu'en fait, donc là, par exemple, je suis en recul de caméra, ma texture, elle n'existe même plus, en fait. Pourquoi? Parce que justement, c'est ma caméra qui va générer ma texture, d'accord? Donc c'est le placement de la caméra qui va orienter ma texture. Comment ma caméra bouge, ça va bouger ma texture en même temps, d'accord? Donc du coup, la texture sera toujours... Ça peut être une sacrée bidouille aussi. Ça va être quoi? Ça peut être une sacrée bidouille aussi. Ouais, aussi. Ouais. En dernier recours de dernier recours. C'est ça. C'est pas conseillé, hein, vraiment, parce que du coup, c'est pas la bonne méthode. Il y a pas de bonne méthode, mais c'est pas le truc qu'on fait d'habitude, mais ça peut être une méthode. Et ensuite, donc, on a donc la fenêtre, donc, qui va être la fenêtre de viewport qui va générer ma texture. Ça aussi, ça peut être une bidouille.
Donc, comme je disais, donc la caméra, donc la fenêtre du viewport qui va contrôler ma texture. Vous voyez qu'en fait, là, je pivote mon viewport et la texture pivote avec moi. Vous voyez, en fait, ça crée des oscillations. Donc, c'est le viewport qui contrôle ma texture. Peu importe où je regarde mon mesh, j'aurai toujours la même densité. D'accord? Donc là, 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 la texture ne bouge pas. C'est mon viewport qui bouge, mais du coup, la texture s'adapte par rapport à mon viewport. Ensuite, on a donc la réflexion. Donc, c'est la réflexion de mon objet qui va contrôler, vous voyez, la propagation de la texture. Donc, ça aussi, ça donne des très très beaux effets pour simuler de la brillance, alors qu'il n'y en a pas. Hein. Là, actuellement, mon plan, est-ce qu'il est brillant? Non, il est à 0,5. Et pourtant, j'ai comme un effet de brillance. On dirait qu'il y a un reflet sur mon plan, alors que non, quoi. C'est juste un effet d'optique. Donc ça, pour simuler une réflexion, c'est vraiment très très bien, quoi. Ok? Et ensuite, on a donc l'objet en soi. Donc, on peut générer donc la texture en fonction d'un autre objet. Donc là, par exemple, si je prends un empty en axe plein, je place mon empty sur la scène. Là, je lui dis, bah tiens, bah, c'est mon empty du coup qui va contrôler ma texture. Donc l'empty 0,1. Ok. Du coup, je prends mon empty et là, si je le déplace, j'ai pris le bon empty ou pas? Bah oui, pourtant. Ah oui, c'est dans objet, excusez-moi, objet, voilà. Et là, je prends mon empty, du coup, c'est mon empty qui va contrôler ma texture, vous voyez. Donc là, je déplace mon empty, ça déplace ma texture, et du coup, pareil, ça me permet de faire des animations uniquement avec un empty, et du coup, contrôler ma texture avec des axes, d'accord? Donc GX, bah, je déplace ma texture sur X, GY, je déplace ma texture sur Y, je scale mon empty, ça va scale ma texture, vous voyez. Et du coup, je rotate ma texture, bah, ça va la tourner. Voilà, on voit pas parce que c'est un plan, mais vous avez compris, quoi. Ok? C'est top, ça, pour faire de l'eau. Ah ouais, de l'eau animée, c'est vraiment top. Hein. C'est vraiment top. Et ça, c'est voilà, ça c'est le contrôle par objet. Donc on a l'objet en soi ou un autre objet de la scène. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc ça, c'est les coordonnées de texture. Donc comment ma texture va être générée par rapport au monde. Donc nous, on va me laisser sur objet, c'est mon objet qui va prendre ma texture. On va supprimer ce plan et je vais retourner sur ma porte. Donc là, je le génère par rapport à l'objet. Donc déjà, ma texture a changé donc de là à là, regardez. Donc là, je suis en généré. Du coup, ça va me générer donc une texture par rapport à ce vecteur-là. Hop, voilà, comme ceci. Et là, quand je connecte mon vecteur de placement, et du coup, qui va me générer la texture par rapport au monde, j'ai la même chose. Par contre, si je le connecte en objet, j'ai une densité qui s'adapte en fonction de mon objet. Donc ça, c'est ce que je veux. D'accord? Donc toujours, enfin pas toujours, mais dans la plupart des cas, on va générer une texture par rapport à un objet. D'accord? C'est mon objet que je texture, donc c'est logique que c'est mon objet qui génère ma texture. C'est pas le monde. C'est pas la caméra, c'est pas le viewport, c'est mon objet qui va donner vie à ma texture. D'accord? Ça, c'est une base. Ensuite, cette texture-là, on peut la contrôler au niveau d'un placement. Le placement, c'est quoi? Donc, on a la position sur X. Donc, je peux faire défiler ma texture sur X en fonction de mes besoins. Donc là, j'ai un contrôle sur mon pattern, encore une fois. Je peux la décaler sur Y. OK. Je peux la décaler sur Z. Et je peux la décaler en rotation ou en taille. D'accord? Donc ça va être le contrôle de ma texture globale. Et maintenant que j'ai ça, donc là, je me suis donné quoi? Le contrôle, donc ça marche pas. Voilà. Je me suis donné quoi? Donc le contrôle donc de la génération de ma texture, ok. Le contrôle de sa position, sa rotation, son échelle, ok. Le type de texture que je veux, ok. La couleur, voilà. Là j'ai 4 contrôles différents. Les coordonnées, le placement, le type et la couleur. Et grâce à ça, je vais pouvoir créer ma texture. D'accord? Donc maintenant qu'on a ça, là on se dit, bah tiens, du bois, donc du coup, ok, donc là il a créé ses couleurs, c'est sympa, mais bon, ça ressemble pas à du bois, effectivement, parce qu'il nous manque encore beaucoup de valeurs pour donner du bois. Donc là on va raccorder notre nœud final, CTRL-SHIFT-clic pour raccorder donc le nœud final, et là on va commencer à jouer avec les autres valeurs, parce que du coup du bois il a quoi? Est-ce qu'il a de la subsurface? C'est une matière organique, certes, mais c'est une matière organique morte, d'accord? Donc c'est du bois, il est fixe, il n'est pas vivant, du coup il n'a pas de subsurface, ou très peu, vraiment très très peu, donc on va pas en mettre. Est-ce qu'il a de la métallique? Non. Est-ce qu'il a de la spéculaire? Oui. La spéculaire, c'est l'indice de réfraction. Donc là, je vous montre encore une fois. Si on passe ici en mode rendu, là, actuellement, si je regarde mon bois vu de dessus, hein, je vais vraiment zoomer très proche hein, pour le voir, vous voyez? Là, j'ai ma spéculaire. Regardez à quoi ça ressemble. C'est juste la couche de brillance qui vient se déposer sur ma texture. Actuellement, elle est à 0.5, donc j'ai 50% de spéculaire. Si je mets 100%, ça va me diffuser la lumière de façon beaucoup plus dense, d'accord? Et si je mets à 0, je n'ai pas de propagation de la lumière. C'est juste ma couleur brute, c'est dégueulasse, c'est pas beau, ok? Ça peut servir dans un cas cartoon, par exemple, où on veut juste la couleur pure, oui. Dans ce cas-là, il faut enlever la spéculaire. Mais si je veux un côté réaliste, bah, il y a toujours de la spéculaire, elle est jamais à 0. C'est impossible d'être à 0, ok? Donc nous,
on va contrôler cette spéculaire avec un autre paramètre qui est l'indice de réfraction qui est ici, d'accord? Sauf que moi, je n'aime pas le contrôler ici, j'aime le contrôler directement avec la spéculaire. Donc je mets quoi? Je vais mettre un nœud de Fresnel. Et le Fresnel, c'est l'indice de réfraction, d'accord? Donc c'est ça, hein. C'est le slider qu'on a ici, ok? Donc là, je le dissocie de ce nœud pour pouvoir le contrôler à part. Entre guillemets, c'est ça que je fais. Et cette valeur-là, elle va contrôler quoi? Elle va contrôler ma spéculaire, d'accord? Puisque la spéculaire, c'est l'indice de réfraction. L'un ne va pas sans l'autre. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont dissocié sur Blender. Sur tous les autres logiciels, c'est ensemble. Là, c'est dissocié. Peut-être qu'il y a une raison, je ne sais pas, je la connais pas encore. Mais en tout cas, voilà, moi je le recombine du coup sur la spéculaire pour pouvoir contrôler mon indice de réfraction. Une petite coupure, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Du coup, on se demandait avec Fumi, du coup, il n'y a pas forcément besoin de dépliage UV. Non, pas sur Blender. Mais du coup, pour les exporter, faut que tu fasses un bec de texture. C'est ça. Donc dépliage UV. Donc dépliage UV, c'est ça. Exactement. C'est que si vous restez dans Blender, vous pouvez texturer de façon procédurale, faire vos rendus de façon procédurale. Par contre, ne pas oublier, encore une fois, qu'on n'a pas de notion de résolution. Donc c'est-à-dire que si vous générez 50 procédurales, chose qu'on va faire là sur la scène, hein, on va le faire. Hein. Donc là, on va faire pas 50, mais on va faire une dizaine. Vous allez voir la lenteur des choses et la lenteur du viewport, c'est juste hallucinant. Donc c'est pas optimisé en fait. Faut pas oublier que donc les procédurales, certes c'est joli, donc il y a beaucoup de personnes qui font des rendus en procédural, c'est très très beau et je le conseille hein, vraiment, parce qu'on n'a pas de notion de pixels, on n'a pas de dépliage à faire, et puis on a un contrôle absolu sur la texture. Mais par contre, c'est super lourd. On peut pas faire d'animation en procédural. On peut pas faire de texture animée en procédural. En tout cas en rendu, hein, je parle. Hein, c'est très très long. On peut pas exporter les procédurales justement. On peut pas les retravailler derrière, d'accord? Donc du coup c'est vraiment très 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 dense. Si vous avez pas vu la série sur Anubis, donc sur la lance d'Anubis sur le site internet, je vous invite à regarder la série que j'ai faite, donc la grosse formation, parce que j'en parle des procédurales et j'explique pourquoi on ne doit pas justement travailler comme ça en fait. Donc les procédurales, ça reste un programme qui va vous permettre de faire vos textures, mais faut pas les garder telles quelles. À part si voilà, je fais un rendu de ma porte, bah oui, je vais pas m'amuser à déplier l'UV, je fais mon rendu, puis basta, j'ai mon rendu. Mais ça prendra beaucoup plus de temps. Ça, non, d'accord, mais du coup la question c'était par rapport aux UV quoi. C'est vraiment par rapport aux UV. Donc si c'est pour faire le rendu, oui comme ça pour prendre une photo, non pas de dépliage UV. C'est ça. Mais en effet, là je pense que tu parles de l'export et autant pour moi en fait, si dépliage UV. Ouais. Et même sans export, hein, même si tu veux rester sur Blender de façon optimisée, je parle, hein, supposons que là j'ai l'avantage, en fait c'est ça le problème, c'est qu'on en parlait justement avec Sophie. Ou une animation. C'est ça. C'est que si t'as l'avantage d'avoir un gros PC avec une grosse config, tu te dis bon bah je peux me permettre de faire des trucs pétés parce que mon PC est capable de les générer. Par contre si j'ai une petite config et que du coup je veux quand même travailler, bah je suis obligé d'optimiser, donc je suis obligé de déplier ma porte et la précalculer. Bah, elle seule, et après refaire toutes mes portes une par une pour optimiser ma scène pour pouvoir travailler correctement. Je pourrais jamais travailler avec des procédurales si je n'ai pas la puissance pour. C'est impossible, d'accord? C'est beaucoup trop lourd. C'est vraiment beaucoup trop lourd, quoi. Il n'y a pas de notion de qualité, donc c'est-à-dire que je sois là, ici, donc à 150 000 mètres de ma porte, ou que je sois là, la qualité reste identique. Et ça, c'est très très mauvais. C'est très très mauvais parce qu'on n'a pas de notion de qualité, on n'a pas de notion de résolution. Et ça, c'est vraiment pas bon, quoi. D'accord? Ah, c'est pas bon, c'est lourd, quoi. Voilà, c'est lourd, ouais. C'est vrai que c'est très bon parce que... C'est cool, hein. Hein? C'est super cool, hein. Bah ouais, c'est clair. C'est super cool, mais c'est pas évident. Non, mais même moi, mon PC, il lag. Même moi, hein. 2-3 texturales, c'est mort. Hein. Là, je vous montre... Ouais, c'est ça. La procédurale, par exemple, pour le sceptre, justement, de la lance d'Anubis, quand on l'a fait, j'ai combiné 3 ou 5, je sais même plus, 5 procédurales, je crois, ensemble. 5 procédurales ensemble sur le même objet. Hein. Et du coup, ça veut dire que vous avez 5 procédurales qui vont générer donc une texture globale, mais sur la même entité. Donc si vous suivez le tuto et que vous ne précalculez pas vos textures, c'est super lourd. Donc voilà, vraiment faire attention à ça. Quoi. Voilà, donc du coup on continue. Donc le Fresnel. Donc le Fresnel c'est l'indice de réfraction. Donc cet indice de réfraction c'est une valeur qui est dans la nature, d'accord? C'est une valeur qui est fixe, qui est réelle en fait, qui est réellement là et qui a des informations. Donc l'indice de réfraction, vous tapez donc IOR poly sur internet et du coup vous allez retrouver un site qui vous indique justement donc les valeurs d'indice de réfraction pour les objets 3D, d'accord? Donc là, je vous le montre, hein, le site, hein, j'ai le droit, celui-ci, parce que du coup, il est gratuit. Enfin, si j'arrive à décoller la fenêtre. Non, bon, c'est pas grave. Du coup, je vous montre comme ça. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, donc en fait, donc, le site se présente comme ça. Donc on a ici, donc,
petit alphabet avec donc le type de matériau qu'on recherche, c'est en anglais, hein, faire attention. Et du coup, on a ici donc les matériaux, vous voyez, et chaque matériel a sa valeur minimale et maximale d'indice de réfraction, donc on peut jouer entre les valeurs, mais on prend toujours une valeur nominale, et c'est une valeur qui est fixe, d'accord? Si j'ai envie de faire, l'air c'est pas très parlant, mais si j'ai envie de faire, voilà, par exemple, je sais pas, l'améthyste, voilà, donc l'améthyste, bah, je sais que son indice de réfraction se situe entre 1,53,2 et 1,55,4. Ok. Après, si j'ai envie de faire autre chose, bah, du coup, je vais chercher la valeur ici. Donc, il n'y a pas tout, hein, il n'y a pas tous les matériaux non plus, il y a une grosse liste, il y a une grosse référence, mais ça vous permet d'avoir une valeur. Si après, je dis, bah tiens, le bois, du coup, je sais qu'il est, par exemple, je sais pas, à 0,33 en indice de réfraction, bah, je sais que tout ce qui va s'apparenter au bois, avec la même densité, la même texture, la même forme, va avoir 0,33 de Fresnel. C'est pour ça que des fois, quand je fais des procédurales, on me voit dire, bah tiens, le Fresnel, là, on va mettre 1,77, et puis voilà, bah je mets 1,77, puis les gens me disent, bah ouais, mais comment tu sais que c'est 1,77? Bah parce que c'est une logique, en fait. C'est une logique parce que je sais comment le Fresnel va agir sur mon matériel, vous voyez? Et là, regardez, si on met 0, je n'ai 100% de Fresnel, donc j'ai 100% de spécularité, et si je mets 2, pareil, d'accord? Donc du coup, les valeurs oscillent entre quoi et quoi? Entre 0 et 2. Donc si je mets 1, j'ai 0 de spécularité, d'accord? Et si je mets au-dessus, je récupère ma spécularité. D'accord? Donc les valeurs oscillent toujours entre 0 et 1. Donc 0, 0 spéculaire, 1, 100% de spéculaire. Ok? Et ça, mon indice de réfraction, du coup, va me permettre donc de contrôler la valeur de la spécularité en fonction de mes matériaux. Je voulais le montrer en référence, mais c'est pas grave. Donc du coup, on va mettre donc 1,63, d'accord? Pour le bois un peu verni, un peu laqué, d'accord? Donc vraiment très peu de spécularité, d'accord? Donc là, j'ai contrôlé donc la propagation de la lumière sur mon objet. Donc on a déjà deux textures, on a la couleur et l'indice de propagation de ma lumière. Est-ce que je veux jouer sur la teinte? Non, d'accord? C'est juste une couche de vernis dessus, donc qui va donner de la brillance, donc je ne veux pas de teinte de spécularité. Est-ce que je veux de la rugosité? Oui. Mais du coup, la rugosité, c'est quoi? C'est du coup la brillance de mon matériel. Si je la mets à 100, je n'ai pas de rugosité, bizarrement, d'accord? Et si je la mets à 0, j'ai 100% de brillance. On voit que là, c'est parfaitement brillant. C'est tellement brillant qu'on ne voit même plus les reliefs de mon bois. D'accord? Donc regardez la différence. 100% de rugosité, je ne suis pas du tout brillant. 0%, je suis 100% brillant. Et ça, la rugosité, justement, est encore une fois une valeur entre 0 et 1. Donc du coup, c'est quoi? C'est une valeur de noir et de blanc. Puisque la valeur de noir et de blanc, comprenez pas la couleur, encore une fois. Hein. Quand je dis noir et blanc, c'est chiant parce que du coup, ça dit, ah, noir et blanc, c'est une couleur. Non, faut oublier ça, vraiment. Le blanc, c'est 0. Enfin, le noir, c'est 0, pardon. Et le blanc, c'est 1. Donc prenez uniquement 0 et 1. Quand je parle de noir et blanc, c'est ça. Je parle de valeur, je parle pas de couleur. C'est vraiment des valeurs. On ne peut même pas vraiment parler de négatif et positif. C'est neutre et positif. C'est ça, c'est ça. C'est pas forcément évident. Ouais. C'est pas des valeurs qu'on a l'habitude d'utiliser. Moi, dans le tuto, justement, de la série d'Anubis, j'utilise le terme de on-off, en fait. Vous comprenez ça, en fait. C'est ça. Off, ouais. C'est noir. On, c'est allumé. Dans Substance, on retrouve le false true. Ouais, false true, bah voilà, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc c'est vraiment le on-off. Ouais. C'est vrai ou faux? Ceux qui demandent si tu vas sculpter les planches. Non. non. Enfin, bien sûr que si. Les clous aussi, ouais. Bah les clous, par contre, je comptais bien les faire en sculpture. Ouais. C'est tellement important. non, je déconne, non, on va faire une texture aussi. Mais du coup, voilà, donc, comprenez ça, en fait, quand je parle de noir et blanc, c'est 0, 1, en fait. C'est pas noir et blanc parce que je m'en fous de la couleur, en fait, c'est vraiment la valeur qui compte, d'accord? Donc 0, c'est blanc pur, 1, c'est 0 c'est noir pur, pardon, 1 c'est blanc pur, et entre ces valeurs-là, donc entre 0 et 1, c'est quoi? Bah c'est des nuances de gris, quoi. C'est 0.25, ça va être un petit peu plus noir avec 25% de blanc, 0.5, bah c'est 50-50, 0.75, bah c'est 25% de coup de noir et 75% de blanc, d'accord? Et du coup, bah ça, ma rugosité, va être contrôlée encore une fois par une texture. Donc là, on n'a jamais un objet qui est 100% rugosité ou 100% pas rugosité, d'accord? C'est impossible, encore une fois, on n'a pas ça dans la vraie vie. Il y a toujours des marques de fabrique, des marques de travail, à part si votre bois, il apparaît dans la vie comme ça, et qu'il n'a touché personne, mais qu'il interagit avec strictement rien, et qu'il est posé comme ça, là oui, là il sera neutre. Mais c'est impossible. La porte a été posée, il y a des mains qui sont prises dessus, on l'a posée, on l'a travaillé, on l'a machin, on l'a bougé. Donc du coup, il y a forcément des marques d'interaction. Et les marques d'interaction, c'est ça aussi qui va donner du réalisme à votre scène d'architecture, c'est que sans ça, c'est trop pur, c'est trop beau, c'est trop parfait. Ça n'existe pas le trop parfait.
Donc du coup, il faut Si, casser. quand la maison, elle vient d'être construite et puis qu'on vient juste de l'acheter. Ah non, non, même pas. Même pas. Tes rêves. Dans tes rêves. Non, non, mais c'est Que ça. sur tes rêves. Ouais, dans les rêves, ouais, c'est toujours parfait. Donc du coup, en fait, donc cette rugosité, justement, on va lui donner donc des côtés aléatoires, donc des valeurs de marque, pour justement la casser un petit peu. Donc là, je vais vous montrer en fait ce qui se passe. Donc là, je me mets vraiment pile en horizon. Hein. Qu'est-ce que Sculpter des coups à la médiévale avec un âne qui tourne et actionner un soufflet qui attise le feu de la forge. c'est ça. Allez, go. Carrément. Ouais. Donc là, maintenant, donc la rugosité, valeur Dépêche-toi un 0. peu alors. Hein? Pardon. Dépêche-toi un peu alors. Oui. Donc la rugosité, donc du coup, je vais brancher donc ma hauteur dessus. Et là, en fait, rappelez-vous, la texture de Musgrave, c'est quoi? Ctrl-Shift-Click, c'est des valeurs noires et blanches. Donc du coup, j'aurai brillant, non brillant. Ok? Donc là, si je connecte la hauteur à ma rugosité, bah, j'aurai les zones noires qui seront 100% brillantes, ok? Et les zones blanches qui seront 100% non brillantes. Voilà. Et là, je peux contrôler ma rugosité. Maintenant, comment je la contrôle? Bah, du coup, je vais lui donner encore une fois de l'aléatoire. Donc, on va mettre 16 en termes de détail. On va donner 0.25 en termes de dimension. Ok, donc là, ça détruit un petit peu, vous voyez, ça donne un peu plus de relief à ma texture. Et du coup, est-ce que j'ai envie de 100% de brillance ou 100% de non-brillance? Non. Rappelez-vous qu'on a mis un Fresnel ici, donc il faut quand même contrôler une valeur. On n'a pas 0 et 1. On a toujours des valeurs intermédiaires. Donc là, Shift A, convertisseur, un dégradé de couleur. Et là, je peux contrôler quoi? Bah, je peux contrôler mon 100% noir et mon 100% blanc. Mon on, enfin mon off et mon on. Donc là, je mets ça en off, donc j'éteins tout, bah j'ai plus rien, c'est éteint, ok, et j'allume tout, c'est tout brillant. D'accord? Donc voilà, comment ça fonctionne, le on-off. Ok, noir off, on, blanc. Et maintenant, je vais donc contrôler ces valeurs. Donc pour lui dire, bah, je veux pas 100% de brillance, je veux 0.15. Non, 0.1. On va mettre 0.1, brillance, maxi. Et la valeur donc maximale de non-brillance, ça va être 0.85. D'accord? Donc évitez les valeurs à 100%. Il n'y a rien de 100% dans la vie, c'est pas possible. Ça n'existe pas. D'accord? Il n'y a pas de valeur à 100%. Donc il faut toujours donner une variation, non seulement avec une texture, mais en plus avec vos valeurs. Donc 0.1 pour le noir, ça paraît une bonne valeur. On peut descendre à 0.002, 0.001 si vous voulez, mais jamais 0 absolu. D'accord? Ça, c'est important aussi. Et là, je viens de faire quoi? Bah, je viens de contrôler ma texture de brillance. Maintenant, cette texture de brillance, elle va être générée par rapport à quoi? Bah, par rapport à mon objet. Donc du coup, je raccorde le vecteur, et c'est mon objet qui va construire ma texture. Et là, j'ai des zones donc, non brillantes, des zones brillantes, et on voit tout de suite que la texture commence à prendre forme, d'accord? Parce qu'on a contrôlé le Fresnel, on a contrôlé maintenant la rugosité, la couleur est là, c'est parfait. On commence à construire notre matériel. Et là, il nous manque quoi comme valeur maintenant? Il nous manque la normale, qui va être donc le relief de ma texture, et c'est tout. Voilà, et c'est tout. Ok? Et donc là, maintenant, c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire donc la normale. Donc la normale, c'est quoi? Ça va être donc les reliefs de ma texture, comment elle va être en termes de niveau, parce que là, elle est parfaitement plate actuellement. Est-ce que je veux donner du relief à cette texture? Est-ce que je veux lui donner de la profondeur? Oui. Parce que du coup, c'est du bois, donc c'est organique. Donc certes, il est verni, mais il n'a pas forcément été poli à 100% en termes de relief. Donc je vais lui donner quand même des petites variations de hauteur. Et pour faire ça, encore une fois, on va jouer avec la normale. Sauf que la normale, encore une fois, je vais pas réexpliquer la normale parce que c'est vraiment trop long, mais en gros, c'est des valeurs de hauteur, mais la normale peut être contrôlée avec une bump. Et la bump, c'est quoi, encore une fois? C'est des valeurs noires et blanches, toujours des valeurs noires et blanches. Noir, off, blanc, on. Donc là, dans le cas d'une bump, c'est quoi? C'est noir en foncé, blanc en relief, tout simplement, d'accord? Donc là, c'est plus on-off, c'est bas-haut. Donc noir en bas, blanc en haut. Et là, je peux contrôler donc la hauteur de mon relief. Et comment je fais ça? Bah, en lui donnant des valeurs, justement. Et les valeurs, c'est quoi? C'est une texture de Musgrave, encore une fois. Et oui. Et là, regardez ce qui se passe. Donc là, je vais régler ma texture de Musgrave, donc à 16. On va mettre une dimension à 0.25. Et là, regardez. Vous voyez ce qui se passe? Là, je commence à créer des stries, donc je lui donne des valeurs, je lui donne des indications pour me dire, bah, t'as des zones noires, je vais les creuser, t'as des zones blanches, je vais les remonter. Et là, regardez tout de suite. Vous voyez ce que ça fait? Ça crée du relief, ça crée des stries, ça crée de l'organique, ça crée des valeurs de relief. En tout cas, je vais donner l'illusion de... Voilà. Contrairement au place. Exactement, exactement.
Et là, en fait, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est un rajout de géométrie? Est-ce que je suis en train de vraiment de modéliser ma planche en bois? Non. C'est uniquement de la valeur visuelle. C'est juste des ombrages qui vont se rajouter dans les valeurs creuses. Et dans les valeurs hautes, il va rajouter un petit peu de lumière. Un petit peu de couleur. Donc du coup, ça va donner un effet de profondeur. Alors qu'il n'y a pas de profondeur. Ma planche, elle est parfaitement plate. Je la regarde à 1, elle est parfaitement plate. Il n'y a pas de relief. J'ai pas zoomé comme je veux. C'est plat. Ok, mais ça donne l'illusion qu'il y a du relief. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence, en fait. C'est que les matériaux, quand ils sont constitués comme ça, comme je suis en train de les construire, là, c'est que ça donne du réalisme. Parce que il y a une notion d'aléatoire, il y a une notion de brillance, une notion de spécularité, des aléatoires de couleurs, des zones de démarcation, des défauts. Rien n'est parfait, voilà. Oubliez pas ça, rien n'est parfait. Et du coup, faut casser les choses. Faut les détruire. Enfin, les détruire, je m'entends, mais il faut les rendre aléatoires, voilà. Ok. Et donc là, j'ai créé donc une nouvelle texture de Musgrave, et cette texture de Musgrave va me permettre donc de contrôler, grâce à mon objet, encore une fois, le relief que je suis en train de générer, vous voyez. Donc là, ça me crée du grain. Donc ok, c'est cool. Et du coup, je vais mettre une dimension quand même moins grande, d'accord? Parce que le relief, là, il est vraiment bourrin. Donc je vais mettre, on va mettre 0. Bah tiens, 2, c'est très parlant, comme ça je vous montre une autre chose. Donc là, je suis à 2. Et là, on se dit, bah ouais, 2, c'est sympa, mais du coup, bah, tes couleurs ont disparu, en fait, c'est tout bizarre. Là, c'est noir, là, c'est blanc, pourquoi? Parce que justement, encore une fois, rappelez-vous que donc là, la Musgrave, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne des valeurs noires et blanches à ma bump, et lui, il dit, ok, bah les valeurs noires, c'est de l'ombre, les valeurs blanches, c'est de la lumière. Donc du coup, là, c'est ce qu'il me fait. Là, c'est de l'ombre, là, c'est de la lumière. Mais par contre, là, c'est beaucoup trop fort. Parce que du coup, là, ça dépasse les limites de ma texture. Ma texture, c'est un plan. Si je lui donne trop de valeur, donc trop d'ombrage et de lumière, il va me donner un truc tout pété, normal. Parce que du coup, il a pas assez de valeur pour me donner ce que je veux, ce que je souhaite réellement. Donc là, c'est à moi de régler mon nœud de bump en termes de distance. Donc la distance de calcul, donc on va la réduire à 0.1 pour l'affiner, vous voyez la différence? De 1 à 0.1. C'est ça, quand je dis qu'en fait on baisse la valeur à 0.1, on comprend pas trop, mais c'est vraiment pour affiner le calcul, en fait. Affiner la transition entre l'ombre et la lumière. Et après, la force. Et ça, c'est la puissance de notre ombre et de notre lumière. À quel point elle est forte. Ok? Donc là, on va mettre une valeur à 0.35, qui est largement suffisante, d'accord? Qui est douce, qui est tamisée, qui est avec une distance progressive, mais du coup qui est propre, ok? Et là, je peux redescendre la dimension, 0.25, et là, regardez. J'ai ma texture de relief. Ok? Sauvegarde! Oui! C'est une question de boiserie, vraiment, c'est important. Voilà. Une question de boiserie, exactement. Donc là, maintenant, je vais régler donc ma texture de relief. Donc là, elle me paraît pas trop mal, hein, franchement. Je pense qu'on va la régler donc de la même façon que la couleur pour avoir exactement la même chose. Donc là, comment je fais pour avoir exactement la même chose que là? Bah, tout simplement, je récupère celle-là. Là, je l'ai déjà, ma texture de Musgrave, donc j'ai pas besoin de la recréer. Je prends celle-ci et je la connecte directement à ma hauteur, tout simplement. Est-ce que je veux contrôler maintenant cette valeur? Oui. Donc je rajoute quoi? Un dégradé de couleur pour contrôler mes valeurs. Pour contrôler ma lumière et mes ombres. Ok? Et là, je peux dire bah, si c'est creusé ou pas. Vous voyez en fait la différence? Là, je contrôle en fait mes zones d'ombre. Donc regardez ce qui se passe. J'augmente mes noirs, ça creuse. Je les réduis, ça surélève. Parce que mes blancs prennent plus de place. Là, pareil, je surélève. Vous voyez, ça propage la texture. Je vais vous montrer sur Eevee, ce sera plus parlant, parce que là, on voit rien. Avec le grain. Regardez. Donc là, tac, tac. Regarde. Donc là, hop. Vous voyez? Donc j'enlève le creusement. Vous voyez, en fait, ça dissipe ma texture. Vous voyez là-bas, au niveau de la brillance? Voilà. Et là, si j'augmente donc valeur blanche, je monte en surface. Voilà. Et là, je donne du relief. Donc voilà comment créer une texture de relief. Bump, encore une fois, pas normal, hein, c'est pas de la normale, c'est de la bump, et comment la contrôler. Et maintenant que j'ai ça, donc là je me dis, bah c'est bon, là du coup il manque plus rien, c'est bon, j'ai ma couleur, j'ai ma spec, j'ai ma rugosité, et j'ai ma normale. Non, il manque encore 2 valeurs. Il manque quoi? Il manque l'ombrage de contact. L'ombrage de contact c'est quoi? C'est l'ambient occlusion. Et l'ambient occlusion, c'est super important. Avant, je l'avais pas assimilé et je l'utilisais jamais. Je me disais, non, ça sert à rien. Enfin voilà, ça me rajoute des ombres que je veux pas. Si. Parce que, quand on fait une jonction d'objets, en fait, quand on unit nos doigts, on a toujours un ombrage de contact qu'on ne peut pas calculer avec de la vraie lumière. C'est pas la lumière qui va générer cet ombrage, c'est uniquement le contact de mes objets. Si mes objets sont en contact, il y a une zone de démarcation qui se fait, donc il y a une zone de contact. Qui est généré par quoi? Par le contact, pas par la lumière. Même si j'ai pas de lumière, bah, l'ombrage de contact, il sera toujours là, quoi. On le verra pas, parce qu'on peut pas le voir, mais il sera toujours là, parce que c'est un ombrage de contact. Donc, ça, il faut pouvoir le générer dans la 3D. Et pour le générer dans la 3D, c'est un nœud d'occlusion ambiante. Donc, l'occlusion ambiante est ici, dans Entrée, et du coup,
c'est un nœud qui va justement définir le volume de mon objet, lui dire ok, t'es en contact avec telle partie, donc avec ma porte, avec ma poignée, avec mes éléments autour, et du coup, vu que t'es en contact avec eux, je vais te donner une zone d'ombrage. Donc là, très important que je vous montre le relief, regardez. Là, on va rafficher la maison, propre, et là, je vais mettre au niveau de mes plaintes. Par contre, là, c'est vraiment un très très mauvais exemple que j'ai pris sur cette porte-là. On va prendre une autre porte. Donc la porte d'entrée, par exemple. Je vais mettre à l'extérieur. Je suis désolé, du coup. Tac, voilà, comme ça. Donc là, j'ai ma porte. Je vais zoomer dessus, avec point. On va se replacer. Hop, voilà. Donc là, je suis en train de créer ma texture de porte. Là, actuellement, je suis pas en mode rendu, donc on va passer en mode rendu, donc Cycles. Et on va même passer en mode rendu Eevee. Pour que vous puissiez voir vraiment ce qui se passe. Je vais donner un peu plus de lumière à ma scène. Donc là, on va enlever le Nishita pour l'instant, parce que ça ne marche pas sur Eevee. Hop. Oh, je désespoir. Voilà. Et là, on va regarder ce qui se passe au niveau donc des jonctions de contact de ma porte et du coup de ma scène, d'accord? Donc surtout de la porte, hein. Donc ici, pas là, parce que mon mur n'a pas encore d'occlusion ambiante, mais surtout là, regardez, là, au niveau des jonctions. Actuellement, là, je génère donc une couleur, et je me dis, c'est marrant, parce que là, donc j'ai une zone d'ombrage qui est de la lumière, d'accord? Qui vient donc ici, donc c'est un peu plus sombre, mais j'ai pas de contact, on n'a pas de notion de contact, ça fait un peu fake, ça fait un peu faux, parce qu'on dit, on dirait que le plan il est posé dessus, mais du coup c'est un peu bizarre. Parce que justement je n'ai pas d'occlusion ambiante. Et l'occlusion ambiante, elle est calculée avec la couleur. Donc là je prends le nœud d'occlusion ambiante et je le mets juste après ma couleur. Et là regardez. Vous voyez l'ombrage, comment il a changé? Là c'est sans. Ok, donc j'ai ça en neutre, hein, sans les autres textures. Et là c'est avec. Ça me rajoute tout l'ombrage de contact que j'ai en dessous. Regardez, sans, avec. Vous voyez en fait ce que ça rajoute? C'est énorme. Et on se rend pas compte parce que du coup on se dit mais c'est très léger, oui, mais ça rajoute toute la différence. C'est un ombrage qu'on n'aura jamais avec un calcul de lumière en fait. L'occlusion ambiante on l'aura jamais, c'est pas possible. Il faut toujours le mettre. L'occlusion ambiante est super importante, c'est le contact de mes objets qui va générer un volume. Mais pourquoi avant tu mettais avec un... Parce qu'on m'a appris comme ça, c'est ce que je voulais dire justement, ouais, ce que j'emmenais, c'est qu'avant en fait j'avais tendance donc à mettre le nœud d'occlusion ambiante avec la couleur et du coup donc de mélanger des valeurs. Donc de rajouter mes ombrages par-dessus ma couleur. Donc là, je vais le faire à l'ancienne, hein, comme je le faisais avant. Voilà, comme ceci. On va déconnecter juste la couleur, par contre, parce que sinon c'est de la merde. Voilà. Et là, vous voyez, en fait, ça fait exactement la même chose. Hein. Donc là, j'ai ma couleur seule, là, l'occlusion ambiante, et je combine les deux. Voilà, c'est ce que je faisais avant, parce qu'on m'a appris comme ça. Donc là, on va reconnecter notre BSD. Et maintenant, il nous manque quoi? Il nous manque une autre valeur, enfin c'est pas une valeur mais plus une combinaison de valeurs qui va me permettre donc de comprendre le relief. Parce qu'actuellement donc j'ai créé une texture qui est en relief, d'accord, qui a de la bump, d'accord, donc qui a du relief. Mais est-ce que ce relief est réel? Non. Donc est-ce que mon AO le comprend? Non. Elle le comprend pas parce que du coup c'est pas un relief réel. L'AO elle prend que la géométrie. Donc l'ombrage de contact, l'ombrage de ma géométrie, l'ombrage de volume. Si je lui donne du relief avec une bump, du coup, il la comprend pas. Il dit, ok, t'as du relief, mais moi, je calcule que ce qui est réellement là, quoi. Donc, du coup, je comprends pas. Donc, à moi de lui indiquer que non, j'ai une normale qui est générée par une bump, donc du coup, tu la prends en compte. Donc, qu'est-ce que je fais? Je raccorde ma normale à mon AO. Et là, voilà, ça va me prendre en compte ma normale, donc mon relief, et ça va me rajouter très légèrement l'ombrage sur mes reliefs. Donc ça va en rajouter des ombres de contact sur ma bump. Et ça, c'est juste parfait. Parce que c'est ce qu'il me faut. D'accord? Et ça... Hop, ça c'est vraiment très important parce que du coup ça rajoute donc les ombres de contact sur quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas réellement là, mais qui est nécessaire. Parce que sinon le relief n'a pas la même densité et du coup on le voit pas de la même façon, d'accord? Donc là je peux pas trop faire un avant-après parce que du coup je peux pas connecter le nœud seul sans normal, mais voilà, enfin on le voit au niveau du relief ici, hein. Donc là regardez, si je déconnecte ici, si je fais comme ça normalement, vous voyez? C'est très soudain, c'est vraiment très minime, mais on voit des zones d'ombrage de contact juste sur mon relief ici. Là, hop, regardez. Tac. Vous voyez? C'est vraiment très léger, mais ça épure un tout petit peu les contours, et du coup ça donne un peu plus de relief. Et après, il y a une autre valeur aussi à prendre en compte, c'est la spécularité. C'est que si ma brillance est par rapport à la réfraction de mon objet, mais que celui-là est déformé, parce que du coup je lui ai donné du relief, ma brillance change en fonction de la déformation. Donc là, j'ai 100% de Fresnel,
100% spéculaire, mais normalement, c'est pas ça. Ma spécularité va interagir avec mon relief, forcément, parce que mon relief est là. Donc, il faut que je connecte ma normale à mon Fresnel, pour que lui aussi comprenne qu'il y a du relief, donc attention, et du coup, ok, je comprends ton relief, donc je m'adapte par rapport à ton relief. Et là, j'ai mon bois propre. Ok? Donc voilà comment créer un shader PBR, d'accord, une texture procédurale physiquement correcte, voilà, et du coup comment lui donner vie. Voilà, c'est comme ça. Et maintenant, si j'ai envie donc de créer davantage de choses que je vais faire, parce que du coup mon bois là, pour moi il est pas bon, il faut que je crée d'autres valeurs, d'accord, donc d'autres choses avec lesquelles jouer. Donc ça, je pense qu'on verra plus la prochaine leçon, parce que là c'était quand même pas mal dense hein, pour vous, pour moi aussi d'ailleurs. Donc du coup, on fera une petite pause ici, et je pense qu'on fera une prochaine leçon, donc mercredi sur les procédurales, et là par contre on va enchaîner, d'accord, parce que je peux pas m'attarder autant sur les procédurales, sinon ça va prendre 1000 ans. Mais en tout cas voilà, là vous avez une bonne base pour comprendre et commencer à faire des procédurales. Vous avez compris donc l'importance de la couleur, comment la contrôler, l'importance des valeurs noir-blanche, on-off, ombrage et éclairage, d'accord, pour la bump. Vous avez compris la bump, le Fresnel, la rugosité, la subsurface, on l'a compris en termes, mais on l'a pas vu encore en pratique, ça on verra pour les plantes, et on a compris également donc la normale. Enfin la normale pas tout à fait, mais plus la bump, mais la normale on le verra après, ok? Bah. C'était pas clair du tout ma faute. Ça me fait rire quoi. La petite fraise en haut du gâteau. C'est ça. Une petite cerise, une petite fraise. Une petite phrase. La normale sur la hausse, c'est comme la petite fraise en haut du gâteau. Ça. Un podcast. Bah, c'est ça. Alors, du coup, tu disais que la texture que tu fais est faite que pour l'objet sur lequel tu travailles, mais si tu as une poignée qui a un autre objet avec une autre texture, là-haut marche quand même. Ah oui, bien sûr, oui, oui. Mais justement, regarde la différence. C'est que là, justement, je vais tester ta question. Excuse-moi, Julien, pardon. Je vais tester ta question. Donc là, je vais essayer de me recentrer propre. On va oublier les nœuds, je vais repasser en mode viewport complet. Mais là, regarde, là j'ai créé donc une texture procédurale toute simple. Si j'en crée une deuxième avec là-haut uniquement, d'accord, donc juste le nœud de là-haut, même, on va prendre celle-là, on va prendre la texture de porte. Donc j'ai ici ma texture de porte, je me dis bah tiens l'occlusion ambiante du coup est comprise parce que du coup j'ai bien mon nœud d'interaction avec ma porte, ok, parfait. Maintenant, si je l'applique sur mes poignées, est-ce que l'ambiance occlusion va marcher? Oui, parce qu'en fait, ça comprend l'objet, mais l'objet, pas l'objet qu'on est en train de texturer, c'est l'objet sur lequel est appliqué le matériel, d'accord? Parce que le matériel est global. Le matériel, peu importe où tu l'appliques, il comprendra toujours les mêmes valeurs, regarde. Là, je mets sur ma poignée, bah, ma poignée, elle comprend parfaitement ma texture, elle comprend mon occlusion ambiante, parce que du coup, elle va me donner l'ombrage de contact de ma poignée, d'accord? Regarde là la différence, hein, je vais te remontrer encore une fois. Hop, on va essayer de se recentrer sur la poignée. À l'extérieur par contre. Alors regarde. Là c'est très flagrant sur la poignée en plus. Bah, pas avec cette texture là parce qu'elle est quand même vachement forte. Et je vais la travailler plus que ça. Mais regarde. Donc là, avec AO, sans AO. Donc du coup, sans AO, ok. Et là, avec AO. Et donc là on a ici, donc ouais, donc là-haut, juste là-haut ce qu'elle fait, hein, d'accord? Vous voyez, en fait, bah voilà, je peux vous le montrer comme ça, en fait, je suis débile, parce que du coup on a là-haut seul. Là-haut seul, en fait, me permet d'avoir donc l'ambient occlusion seul sur mon objet, donc sans texture, sans rien, sans couleur, et voilà tout ce que ça rajoute, vous voyez, tout ce que ça rajoute au niveau du mesh, tout ce que ça rajoute au niveau de la texture, c'est dingue, hein? C'est vrai qu'on s'en rend pas compte dès qu'il y a la couleur, mais... Non. Mais regardez, c'est flagrant de fou. Ça me rajoute tout l'ombrage de contact de ma poignée, l'ombrage de mon relief, donc du coup on l'a là, hein, on le voit ici physiquement. Ça me rajoute vraiment toutes les valeurs qui me manquent et que je ne peux pas avoir avec la lumière. Et ça, c'est vraiment très 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 important. Vraiment quoi. Ok? Voilà, donc le shader, une fois que tu l'as créé, en fait, tu peux créer un shader basique, global, une base, une structure, avec ton Fresnel, ta bump, ton dégradé de couleur pour la rugosité, ton occlusion ambiante qui est déjà connectée, bien propre, hein, donc un petit... On va le faire tout de suite, hein, regarde. Là, ça va être mbase, on va le renommer mbase. Voilà. Et ce mbase, justement, si je le crée, bah, il a déjà un BSF guidé. Donc je mets quoi? Je mets mon occlusion ambiante dedans. Comme ça, j'aurai plus qu'à raccorder ma couleur dedans. Je vais connecter ma bump, donc vecteur bump. Ok. Ma bump, elle va être où? Bah, elle va être aussi sur mon occlusion ambiante, hein, donc pas oublier. Ok. Ma rugosité, elle va être contrôlée par quoi? Bah, par une rampe de couleur. Donc je mets une rampe de couleur. Ma spec, c'est quoi? C'est mon Fresnel. Donc je mets mon Fresnel. Ok. Et voilà, j'ai mon base
de procédural. J'ai déjà mes valeurs de contrôle, ok? Après, la bump va être contrôlée par quoi? Bah, on peut rajouter aussi un dégradé de couleur derrière. Non, derrière, j'ai dit. Pas devant. Touc. Et là, je contrôle, tu vois, ma texture. Maintenant, si ce shader-là, donc du coup, je l'applique à n'importe quoi sur ma scène, regarde ce qui se passe. Là, on va l'assigner, donc par exemple, à la maison. Hop. J'assigne, donc ce Embase. Et ça, c'est un shader que vous pouvez faire tous, hein, je vous invite, le Embase, parce que du coup, ça vous permet d'avoir toujours l'ambiance occlusion, d'avoir une couleur neutre et d'avoir quelque chose de propre, avec toutes les valeurs, hein, et du coup, d'avoir toujours votre ambiance occlusion. Vous voyez la diff, là? Franchement, c'est juste hallucinant. Sur la maison, c'est encore plus flagrant. Là, regardez à l'intérieur. L'ombre de contact de mes murs et de mes plaintes. Regardez, juste ça. Juste là. Là, j'étais en matériel seul. Donc, on va remettre en marbre. Voilà. Donc, j'ai ça. OK. Passion, et là, Embase. La passion. Trop de passion, putain. C'est pas, putain. Non, j'avoue que c'est beaucoup la passion qui parle, mais j'adore ça, quoi. Franchement, ça me rend dingue, quoi. Donc là, pareil, regardez les plaintes. Donc là, c'est matériaux simples, donc sans AO. Je mets mon Embase. Si je le retrouve. Ouais, pas comme ça. Base, voilà, tac, hop, voilà. Vous voyez? Tout l'ombrage de contact qui se rajoute sur mes choses. Et ça, c'est juste génial, quoi, parce que du coup, ça permet d'avoir donc une base d'AO, en fait, qui est propre. Et après, vous n'avez plus qu'à créer vos procédurales une par une avec ce que vous voulez sur la scène, quoi. D'accord? Donc là, je vais pas le faire pour tout, hein, parce on va créer les procédurales une par une, mais c'était pour vous montrer, quoi. Ok? Voilà, et du coup ça marche sur Cycles aussi, donc l'occlusion ambiante, ça c'est très important aussi, je voulais en venir, c'est que ça marche sur Cycles, oui, mais par contre il faut l'activer, l'occlusion ambiante, parce que de base elle n'est pas activée hein, sur Cycles. Donc si on l'active pas, bah, j'ai l'ombrage de contact qui est généré par rapport à ma texture, oui, mais c'est pas cohérent. Donc du coup pour activer l'occlusion ambiante, c'est ici donc dans le monde, on active l'occlusion ambiante, très important, et là j'ai mon occlusion ambiante qui active, sinon ça marche pas. Donc ça alourdit grandement la scène par contre, hein. Faites attention à l'activation de l'occlusion ambiante, parce que ça prend beaucoup de ressources, mais c'est important qu'on le fasse par la suite, ok? Donc pour l'instant je vais le laisser comme ça, on va travailler beaucoup plus sur Eevee en fait, hein, pour que vous puissiez voir en temps réel ce qu'on fait, mais après le rendu sera sur Cycles, ça, vous avez vu que la différence n'a rien à voir, quoi. Donc un petit réglage rapide hein, pour avoir quand même un rendu passable sur Eevee, parce que là c'est vraiment pas ouf. On va quand même activer donc le mode de mélange pour le vert sur Eevee en alpha assuré. Non, on va mettre un alpha mélangé pour avoir quelque chose de pur, parce que j'ai pas envie de noise. Donc alpha mélangé, et le mode d'ombrage on va mettre en aucun, d'accord? Pour avoir un shader de vert quand même qui fonctionne sur Eevee. En sachant que là, ma scène, je suis en quoi là? Je suis en pré-rendu? Non, je suis en rendu, pourtant. C'est marrant parce qu'il comprend pas mes VL ou quoi? Bah si, pourtant. Ah si, c'est bon, non, mais c'est moi qui ai... Ok. C'est moi qui ai halluciné. Donc là, on va se retrouver donc ici au niveau de la terrasse, hein, comme l'autre fois. Hop. Et donc là, je vais essayer quand même de mettre une petite texture HDRI, donc je vous invite à faire pareil, si vous en avez. Si vous en avez pas, vous avez HDRI Even, qui permet donc d'avoir une texture, donc HDRI pour vos scènes. Et du coup, on va la mettre ici. Donc, texture d'environnement, ouvrir. Et du coup, je vais aller chercher donc mon dossier de HDRI. On va mettre une petite HDRI histoire d'habiller la scène quand même un peu cool, quoi. Ouais, pensez à liker la vidéo si ça vous dérange pas, effectivement. C'est vrai que je pense pas à le dire parce que je pense pas, mais ouais. Mais si vous pouvez y penser, c'est vrai que ça m'aide beaucoup, quoi. Ça m'aide énormément. Vos abonnements aussi, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, un petit abonnement, ça fait plaisir, parce que du coup, ça me permet, moi, de déclencher d'autres choses pour vous aussi, et d'avoir de plus en plus de contenu à vous proposer, parce que du coup, ça me déclenche des opportunités. Donc si ça vous dérange pas, ouais, ce serait vraiment cool, quoi. Donc là, on va mettre extérieur. D'accord. Il a sauté mon dossier de stock. Elle est où la fraise? Bah j'ai Easy HDRI, ouais, je veux juste pas l'utiliser parce que je sais pas si les gens l'ont ou pas en fait, mais je l'ai là, il est installé. C'est juste qu'en fait mon stock global est sur un disque dur externe et il est très très lent ce disque dur, donc c'est un peu chiant. Donc oui, effectivement, je vais activer Easy HDRI si ça vous dérange pas, mais en fait voilà, c'est comme ça que vous faites. Hein. Texture d'environnement, arrière-plan, texture d'environnement, et vous mettez votre HDRI, ou sinon avec la donne Easy HDRI, effectivement, qui permet d'avoir donc les cartes HDRI directement en temps réel. Enfin, qu'on peut activer directement. Quoi. Ok. Voilà. Et là, qu'est-ce qui manque sur mon verre? Il manque la réfraction écran. Et je suis pas sur le bon shader, donc pas sur PVC.
Hop. Ah, mais j'ai pas changé le shader, là? Ah, mais c'est pour ça que ça marche pas. Bah. T'es d'accord avec moi qu'on l'avait fait ça l'autre fois, changer les shaders de glace? Hein, Sophie? Oui, t'avais même dû renommer chaque truc un peu. Bah oui. Bah il est là. Ouais, j'ai peut-être... Ah oui, mais c'est cette fenêtre que j'ai refaite parce que du coup elle était pas bonne. Ouais, voilà. Parce que j'ai refait mes fenêtres en fait hors caméra parce que du coup j'avais un bug avec mes plaintes qui était trop basse en fait et du coup, ouais, ok. Donc je comprends mieux pourquoi. Donc désolé, ça c'est que moi, du coup normalement vous êtes bon hein, sur ça. Je voulais juste vous montrer donc le shader de verre rapidement sur... Non, c'est pas ça. Sur Eevee. Voilà. Base 02. Je vérifie hein, juste un truc. Ouais. Ok, c'est bon. Donc là, on va activer donc la réfraction espace écran, hein, d'accord, donc sur mes fenêtres, sinon on voit pas à l'intérieur, d'accord. Donc là, c'est sans réfraction, donc on voit que dalle, hein, ça fait comme un miroir. Et si j'active la réfraction, là, on voit dedans, ok. Donc très important la réfraction pour le verre sur Eevee, parce que sinon ça ne marche pas trop bien. Donc ça dépend des cas de figure, hein. Avec Sophie, on s'est rendu compte plusieurs fois que des fois, la réfraction, faut pas l'activer. Ça dépend des scènes, mais voilà, ok. Faut regarder quoi. C'est ça, faut tester. Faut tester, voir si c'est pertinent ou pas de l'activer. Ok, donc là c'est bon, donc on a réglé donc voilà notre viewport, tac tac tac, voilà. Donc je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. C'était très dense, mais c'était nécessaire pour que vous compreniez la suite et pas que je passe 5 heures à chaque fois pour une procédurale, parce que sinon ça va être trop long. Si je fais toutes les procédurales comme ça, en vous expliquant chaque deux, etc., ça va être très très long. Donc je préfère faire une grosse session aujourd'hui. Vous posez les bases. Vous avez les bases maintenant, les couleurs, la roughness, la normale, enfin la bump, la métallique, vous comprenez ce que c'est, on l'a pas vu mais on la verra après, la normale aussi. Mais là, en tout cas, vous avez déjà la base. Vous avez la base color, le Fresnel, la spec, vous avez compris la spécularité, la rugosité, la bump, l'ambiance occlusion, très important l'ambiance occlusion, et voilà. Donc, vous avez déjà une bonne base pour commencer à créer vos propres textures. Anto avait mis un pack sur le Discord, il me semble. Pour les procédurales, ouais, il y a un pack qui est sur la chaîne. Vous prenez la dernière leçon que j'ai faite sur les procédurales du sable. Et dans ce pack, dans le pack qui est inclus dans la vidéo, vous avez toutes les procédurales que j'ai faites, même celles que j'ai pas fait en vidéo. Donc le tissu, verre, glace, enfin, il y a pas mal de choses. Désolé pour les questions, j'en profite d'être là, mais merci pour les réponses en tout cas. Super tuto, continue comme ça, il n'y a jamais trop d'informations. Merci beaucoup Julien, c'est gentil, merci beaucoup, ça adore. Bah, de toute façon, je continuerai sur cette lancée. Hein. Pour moi, c'est ma lancée. Il y a des personnes que ça ne plaît pas parce que je donne peut-être trop d'explications, c'est peut-être trop long. Et je comprends. Hein. C'est vrai que je donne beaucoup de détails qui sont peut-être pas forcément pertinents, mais j'aime bien comprendre pourquoi les choses fonctionnent en fait. Et parfois trop. Hein, je suis d'accord. Des fois, je me pose trop de questions, mais c'est important. Et en fait, quand on comprend les choses, quand on a une bonne compréhension des choses, bah du coup, on prend un petit peu pas le contrôle parce que j'aime pas ce mot, mais on prend on les comprend. Voilà, on les comprend mieux et du coup, on peut les travailler correctement en fait. Si on comprend pas ce qu'on fait, bah du coup c'est juste appliquer bêtement ce que quelqu'un m'a dit en fait, et j'aime pas ça, j'aime pas cette notion-là en fait. Donc pour moi de vous le retranscrire comme ça, bah il y a des gens qui apprécient et merci beaucoup hein, parce que j'ai beaucoup de retours pour ça. Bah comme le retour à l'instant que j'ai eu de la part de, excuse-moi je me rappelle plus de ton nom. Clément, voilà, donc de Clément qui me dit bah voilà c'est ça, c'est qu'on voit pas assez d'explications sur YouTube. Parfois c'est juste dire bah tiens tu mets un cube et puis après tu mets une simulation d'eau puis paf ça fait de l'eau. Ouais d'accord mais enfin c'est là, l'information que tu me donnes, elle sert à rien, quoi. À part faire un cube avec de l'eau, c'est tout ce que je sais faire, mais j'ai pas compris les paramètres que t'as rentrés, j'ai pas compris comment jouer ma simulation, et c'est ça, c'est qu'on est dans un métier de création, mais avec des outils. Donc si on comprend pas les outils qu'on utilise pour faire de création, on peut arriver à des très très bons résultats, je dis pas, parce que du coup on expérimente, et comme Sophie dit, ça passe aussi beaucoup par la découverte. Moi, tout ce que j'apprends, la plupart des choses que j'apprends seul, je parle, hein, sans regarder de tuto, de formation, me former dans ce sens-là, bah c'est par la découverte. C'est par tenter des trucs, tenter des valeurs, tenter d'activer des paramètres que je connais pas, c'est bidouiller, c'est toucher. On s'en fout, on risque rien. On risque pas de casser quelque chose, il y a rien qui va exploser, il y a personne qui va mourir. Faut penser à sauvegarder régulièrement. Faut penser à sauvegarder, effectivement. Faut penser à sauvegarder. Mais voilà, enfin on peut expérimenter des choses sans conséquences. Donc faites-le, expérimentez, mélangez des nœuds un peu nimp. Vous dites bah tiens, là j'ai mis ça et ça, bah ça fait ça, mais pourquoi? Bah essayez de comprendre pourquoi ça fait ça. Qu'est-ce qui amène à ce résultat? Et une fois que vous avez compris ça, bah c'est bon. Après vous pouvez contrôler vos procédurales quoi.
Parce que ce que je fais, ça peut paraître un peu je sais pas, du voodoo, ou je sais pas ce que c'est, mais, enfin voilà, bah, putain, il assemble des trucs, ça fait des textures, machin. Mais il y a une logique, en fait, il y a vraiment une compréhension de la chose pour arriver à ce résultat. Parce que sinon, je serais là, je dis, ouais, bah, on met un Anonymous Grave, bah, je sais pas pourquoi, mais on le met là, puis je mets une valeur de 25, et puis après je mets une taille de 2, on s'en fout. Parce que vous comprenez pas réellement pourquoi je le fais, en fait. Alors que si vous comprenez pourquoi je le fais, bah, c'est plus, enfin, pour moi, c'est plus pertinent, quoi. Donc voilà. Bon bref, c'est parler beaucoup trop pour dire quelque chose de simple, mais je pense que vous avez compris le fond, quoi. Voilà, donc, la chaîne culturelle dans ce sens-là, hein, clairement, moi j'y tiens. Elle restera en français, donc on m'a fait beaucoup de remarques anglais, machin, etc. Je pourrais le faire en anglais, je pourrais le faire en portugais, je pourrais le faire en espagnol. J'ai pas envie. Pour moi, le contenu de la chaîne est en français, l'interface restera en français. Je vous proposerai toujours autant de contenu, aussi expliqué, j'espère, aussi bien compris, j'espère. C'est ce qui compte pour moi. Et voilà, en espérant que ça vous plaise, tout simplement. Trop bien d'expliquer, continue. Merci beaucoup, Mimi, c'est gentil. Exact, bah voilà, ouais. Moi, pas de souci, cela pourrait durer 3 heures. Merci. Merci, Cyril. Donc voilà, donc on va continuer, hein, d'accord. Donc rendez-vous mercredi du coup pour donc la suite des procédurales. On va faire beaucoup de procédurales, mais de façon un petit peu plus soutenue mercredi, d'accord, parce que là, vous voyez, on n'a même pas fait la moitié d'une procédurale, donc je peux pas perdre, enfin pas perdre du temps, mais pas passer autant de temps pour vous expliquer les choses. Donc les détailler en boucle, vu qu'on va en faire plusieurs, je pense que ce sera plus dans la quantité que dans une session grande comme ça pour l'explication, d'accord. Puis vous inquiétez pas, hein, parce qu'il dit ça, mais il va recommencer la prochaine fois. C'est pas faux. Ah mais c'est ça, à chaque fois je suis obligé de détailler, hein. Je dis je détaille pas, mais je détaille toujours. Mais enfin voilà, on verra bien comment ça se passe mercredi. La 290, ils ont merdé, la traduction est faire les boucles. Bah ouais, c'est un peu tout le temps le cas pour les nouveautés, mais c'est pas grave. On se comprend, puis les termes qui sont en anglais, je les traduis en général, y a pas de souci. Alors, merci à vous, je vous souhaite une très très bonne soirée, j'espère que ça vous a plu, et à mercredi du coup. Bonne soirée, bonne nuit, merci tout le monde. Bisous bisous.